de se retrouver dans des cas de mobilisation, et il y en a qui se profilent à très court terme. On vous donnera un calendrier de manière à ce que vous ne repartiez pas complètement comme vous êtes arrivé, c'est-à-dire qu'on va user les baskets dans cette période où on doit partager la dinde à un certain moment. On va expliquer que c'est un petit peu compliqué et qu'il va falloir qu'on serre un petit peu les coudes. Voilà, ça c'est la première des choses. Et puis, il y a aussi des bonnes nouvelles, on peut se retrouver dans un lieu comme ça, qui est un lieu alternatif, où on peut échanger et poser la réflexion, parce que rejoignons-nous, mais sans aucun doute PEPS, c'est d'abord des cadres dynamiques qui estiment qu'ils ne sont pas des avant-gardes de quoi que ce soit. Par contre, il y a l'idée que dans l'ère du temps, il y a besoin, évidemment, de se rejoindre dans un ensemble de combats qui puissent nous unir tactiquement, stratégiquement, discuter ensemble et bien d'objectifs communs. Voilà, donc Steve, si tu veux bien venir, voilà, pas de problème. Tu es là, voilà, on n'applaudit pas, mais bienvenue. On vient à peine de commencer et on t'a présenté juste avant. Il n'y a pas de souci, tu es venu en vélo. Donc tu n'auras même pas envie de dire que tu es venu en vélo pour avoir un bon bilan carbone. Donc, voilà, donc je commence pas, je suis écolo depuis un paquet de temps. Et donc, rejoignons-nous, c'est d'abord un cadre qui estime qu'il y a besoin, évidemment, à partir des différents mouvements de résistance, eh bien, de se coller, parfois même se frotter les uns les autres pour pouvoir dégager des pistes de réflexion et d'action. Donc, c'est un mouvement politique qui n'a pas beaucoup de prétentions, simplement d'exister, en estimant qu'on a beaucoup plus à partager en réalité. Et donc, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. On verra bien toute cette histoire-là nous-mêmes. Je vais donner la parole à Patrick pour dire quelques mots de PEPS, que tu puisses présenter PEPS rapidement. Et puis, on va rentrer dans le cœur du sujet, puisque malgré tout, ce qui nous réunit ici, c'est la question du racisme structurel, sous toutes ses formes. Et on y revient dans l'instant avec, entre guillemets, nos invités. Attends, Patrick. Oui, alors, nous aussi, on est un peu sans prétention. Ça fait 2 ans qu'on existe, le mouvement PEPS, pour une écologie populaire et sociale. Et disons qu'on fait nos assemblées d'ailleurs générales auxquelles vous êtes tous invités le samedi 11 et le dimanche 12 septembre. Et surtout le samedi 11, c'est complètement ouvert à la discussion sur quelle stratégie adopter. Ça se passera au DAL, au 120 avenue Le Dru-Rollin. Voilà. Pourquoi on a décidé de rejoindre cette initiative de Rejoignons-nous? Parce que, d'une part, elle nous paraît importante vu la période, la zénorisation des esprits, etc. Mais aussi parce que la discussion qu'on a avec Rejoignons-nous, c'est essayer d'arriver à voir comment on peut construire une nouvelle force politique un peu ouverte, qui soit à la fois, pour nous d'abord, essentiellement écologiste anticapitaliste, mais qui soit évidemment antiraciste et féministe. Pourquoi c'est important cette campagne antiraciste lancée conjointement? Il y aura des réunions un peu dans plusieurs endroits en France, dès la semaine prochaine, je pense à Montreuil, etc. C'est que, là je parle pour PEPS, qui a lancé le mois décolonial en juin à Grenoble, qui a été une initiative importante parce qu'elle a obligé un certain nombre de gens à se positionner contre ou pour le mois décolonial. On a vu notamment Zemmour et les autres, mais aussi, dans un premier temps, pas mal de gens de gauche qui refusaient ce mois décolonial, y compris le maire de Grenoble, qui est revenu ensuite sur ses positions. Et ce mois décolonial a montré que oui, cette question, elle était de l'antiracisme et de la question de la colonisation, elle était centrale. Et pour nous, écologistes radicaux, elle est centrale. Pourquoi? Parce qu'au cœur de notre réflexion, ce qu'on appelle l'écologie décoloniale, elle est importante. Je ne sais pas si vous avez lu ce bouquin de Malcolm Ferdinand, l'écologie décoloniale, qui montre comment le mode de production capitaliste s'est toujours appuyé sur la question du colonialisme et du racisme. Et que le premier génocide des Indiens, qui a entraîné ensuite la traite négrière, est complètement lié à l'extractivisme. Et ça continue aujourd'hui. Bon. Mais deuxièmement, il y a un autre élément très important, c'est la question du racisme environnemental, qui, par exemple, a déclenché un vaste mouvement au début des années 80 aux États-Unis
parmi les Noirs américains et les Chicanos, les Latinos, qui étaient dans les grandes usines de Détroit, de Chicago et ailleurs, et qui se sont battus contre les conditions environnementales qui leur étaient imposées et qui s'ajoutaient à l'injustice sociale. Et ça a changé les politiques publiques au début des années 80-90. Et bon, il y a eu évidemment des retours en arrière, notamment par Trump, etc. Mais ça montre que, en réalité, il peut exister une écologie populaire et sociale qui est clairement antiraciste. Et pour nous, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, dans l'histoire française, y compris, par exemple, les ouvriers de Pénaroya en Lyon, en 71, ont les premiers dénoncé le scandale du plomb, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on est là, parce qu'on pense qu'il ne peut pas y avoir d'écologie sans lutte antiraciste politique. Il ne peut pas y avoir d'écologie sans lutte contre le colonialisme. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ceux qui sont en ce moment, qui combattent à la fois en Guadeloupe, en Martinique, en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie, où il y a quelque chose de très grave qui se prépare, parce que le non-report du référendum exigé par les Kanaks peut déboucher, comme il y a 30 ans, sur un massacre de type UVA à n'importe quel moment. Et donc, je vous invite, il y aura parmi les dates, il y a un truc très important à Paris, il y aura un meeting à la Bourse du Travail de soutien à la lutte du peuple kanak le 9 décembre, c'est-à-dire 3 jours avant le référendum qui est boycotté. Enfin non, disons les Kanaks n'appellent pas ça un boycott, mais une non-participation, donc le 12 décembre. Voilà. Merci. Ok. Merci. Un peu long. Merci beaucoup. On va passer la parole à Olivier dans cet endroit-là, 10 minutes à peu près. Je rappelle qu'après, il y a un échange avec la salle, donc il n'y a pas de souci. Tout ça sera, il y aura des va-et-vient, ce sera assez intéressant. Olivier, c'est à toi. Merci pour l'invitation. Je vais juste ajouter quelques précisions sur la présentation qui a été faite de ma personne. Certes, je suis politologue, mais plus exactement universitaire. Et par ailleurs engagé, comme on dit aujourd'hui, dans un certain nombre d'actions citoyennes, comme si le terme de militant était devenu un gros mot. Et par ailleurs, ça a à voir avec, évidemment, le thème de cette réunion. Omar Slaouti et moi-même avons publié et dirigé un ouvrage qui s'appelle Racisme de France au pluriel, auquel ont participé de nombreuses autrices et auteurs, dont Ida Assal, qui est dans la salle et qui a donné une contribution sur la question de l'islamophobie. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps, simplement dire les raisons de cet ouvrage, qui, hélas, est toujours, et j'allais dire plus que jamais, sinistrement d'actualité. Les raisons étaient, d'une part, un effet de conjoncture au moment où il a été décidé, mais une conjoncture sur laquelle j'y reviendrai, qui était moins grave que celle que nous connaissons aujourd'hui. Conjoncture gouvernementale, conjoncture également liée aux droites dites de gouvernement et parlementaires, mais aussi conjoncture relative aux gauches politiques, syndicales et associatives, dans la mesure où la faiblesse, ou les faiblesses de l'antiracisme politique sont aussi liées à des divergences d'analyse, des divergences théoriques, et donc aussi des divergences politiques et pratiques au sein des gauches politiques, syndicales et associatives, sur toute une série de thèmes particulièrement saillants. J'y reviendrai. Relativement à la situation actuelle, nous sommes, le nous étant évidemment un nous collectif, nous sommes confrontés d'une part à une offensive gouvernementale qui, de mon point de vue et de notre point de vue, confirme les analyses qui ont été faites et qui, dans certains cas, ont été jugées outrancières sur l'avènement d'une islamophobie d'État. Je pense en particulier, bien sûr, à ce qui a commencé par être nommé loi sur le séparatisme. Je suppose que les communicants affairés de l'Élysée ont fini par faire entendre à ceux qui ont rédigé le projet de loi qu'il fallait changer le nom de la loi, parce qu'en bonne communication politique, il vaut mieux dire les choses positivement que négativement, et qu'à persévérer dans la qualification de cette loi séparatisme, ils allaient faire entendre un peu trop clairement quel était effectivement l'objectif de la loi, c'est-à-dire, bien sûr, s'en prendre plus spécifiquement aux musulmans ou réputés tels, et à celles et ceux qui s'étaient constitués pour défendre et lutter contre l'islamophobie par l'intermédiaire et en mettant en place un certain nombre d'associations. D'où le nom, le changement de nom, rebaptisé, bien sûr, c'est infiniment plus beau. Ça permet d'articuler ça avec les beautés sublimes de la République.
la défense, la loi pour la défense des principes républicains, évidemment. Islamophobie d'État qui, me semble-t-il, est parfaitement corroborée aujourd'hui, au moins par deux décisions et deux décrets directement, deux décrets de dissolution, le décret de dissolution contre le CCIF dans un premier temps, le second décret de dissolution contre le CRI. J'ai lu l'arrêt du Conseil d'État relatif au décret de dissolution du CCIF. Il est stupéfiant dans la mesure où, à ma connaissance, mais tu m'affirmeras ou confirmeras, je n'ai pas oublié de dire auparavant eu connaissance d'arrêt du Conseil d'État approuvant une dissolution prononcée sur ce tel motif. Le troisième considérant est très clair, et je passe les deux premiers, ils sont, disons, de pure forme. Le troisième justifie, légitime la dissolution du CCIF pour des pures raisons d'opinion. Ce qui est reproché au CCIF et ses dirigeants, ce ne sont pas des actions. Ce qui est reproché au CCIF et ses dirigeants, ce ne sont pas des actions éventuellement délictuelles et criminelles. C'est principalement le fait d'avoir laissé dire et analysé la République française comme étant, entre autres, islamophobe. C'est l'un des éléments absolument fondamentaux qui, pour le Conseil d'État, justifie et rend légitime la dissolution de cette association. Autrement dit, on est bien dans une conjoncture aujourd'hui où nous sommes confrontés à une dissolution qui n'est pas prononcée pour ce que les gens ont fait, mais qui est prononcée pour ce que les gens pensent et ont dit. Autrement dit, une dissolution prononcée pour des faits et des délits d'opinion. La chose a d'ailleurs été dénoncée par une déclaration à l'initiative de justice, je crois, qui est très claire. Déclaration unitaire signée par un nombre très significatif de gens. Fort bien, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle, mieux vaut tard que jamais, mais elle arrive un peu tard néanmoins. Si on compare avec des dissolutions antérieures, je pense à des dissolutions historiques qui ont marqué une histoire que certains ici éventuellement connaissent, je n'en étais pas, je le précise immédiatement. La dissolution de la Ligue communiste en 1973, à la suite d'affrontements très violents devant la mutualité Meeting Ordre Nouveau, qui était organisée sur quel thème? La question de l'immigration, comme par hasard. Sauf qu'à l'époque, la dissolution de la Ligue communiste qui allait devenir révolutionnaire plus tard et d'ordre nouveau, a été prononcée non pas sur des délits d'opinion, mais sur des faits. Parce que là, il y avait eu, indépendamment de la question de savoir si c'est légitime ou pas, et il s'agissait effectivement d'affrontements entre les différents groupes et policiers, avec force cocktail Molotov et manche de pioche, qui, comme chacun sait, dans les manifestations, sont évidemment considérées comme des armes par destination. Et donc, de ce point de vue-là, on a effectivement une radicalisation de la politique gouvernementale, islamophobe, et qui maintenant, c'est un grand classique relativement à ces affaires, on pouvait s'y attendre, est en train de porter atteinte à des droits et libertés fondamentaux. Offensive également contre les migrants. Ce qui se passe à Calais. Alors d'un côté, il y a la sémillante et tout sourire Marianne Chapa qui vient faire des distributions de vivres, alors même que par ailleurs celui dont elle dépend au ministère de l'Intérieur donne ordre aux policiers de lacérer les tentes et en général d'asperger de gaz lacrymogène les vivres de ceux qui sont chassés et qui sont de fait soumis à une politique dont l'objectif est leur précarisation maximale, de façon à faire en sorte qu'ils ne restent pas là et qu'ils partent. Et qu'ils partent où? Là, certains essaient de traverser la Manche. Et évidemment, plus les contrôles policiers sont importants, plus la répression policière est importante, plus ceux qui sont là sont prêts, à payer très cher de point de vue financier leur traversée vers la Grande-Bretagne et à prendre des risques, évidemment, inconsidérés, d'où la conséquence. Outre les petites promenades d'Emmanuel Chapa qui sont sans conséquence et n'auront aucune inflexion du point de vue de la politique gouvernementale, la réponse du gouvernement et de Darmanin en particulier, mais enfin, il est la petite main très droite et à droite de Jupiter, c'est évidemment une position répressive et envoyer un avion de Frontex sur zone pour rendre les passages, alors sinon plus difficiles, mais aussi évidemment sanctionner celles et ceux qui chercheront à passer. L'autre élément de contexte, c'est, et là aussi, alors, j'espère éventuellement être démenti, mais je n'ai pas souvenir, y compris lors de la première campagne de Sarkozy, ou de campagne précédente, présidentielle, d'avoir connu une élection présidentielle où la question des migrants, il y aurait beaucoup à dire sur le terme, bref,
on y reviendra éventuellement. La question de l'islam. La question des minorités racisées ont été à ce point placées au plus haut de l'agenda politique. Ça, c'est un premier point. Je rappelle, je n'ai pas oublié, évidemment, le bruit et les odeurs de Jacques Chirac. Certes, c'était très violent sur le plan symbolique et langagier. Globalement, ça n'a pas eu d'incidence politico-juridique particulièrement importante. Par contre, ce que disent aujourd'hui ceux qui se battent pour remporter le pompon et avoir l'insigne honneur de se présenter pour les Républicains, à l'élection présidentielle, les provisions sur ce terrain-là sont absolument sans précédent. Elles sont toutes inspirées de la droite la plus extrême et elles sont aujourd'hui défendues par la totalité des candidats. Si ces propositions venaient à être mises en œuvre, globalement, là, on aurait droit à un démantèlement d'une partie de l'état de droit, de la Convention de Genève, et à la multiplication des camps d'internement pour étrangers. Et, excusez du peu, une remise en cause radicale de ce qui, et pourtant, Dieu sait si je ne suis pas particulièrement amoureux de BA de la République française et de ses dispositions, mais en tout cas une remise en cause radicale d'un élément qui est plutôt libéral dans la tradition républicaine française, la loi de 1880 sur la nationalité, c'est-à-dire le droit du sol et le droit du sang. La remise en cause radicale du droit du sol, défendue par à peu près tous les candidats d'une part, la remise en cause du droit d'asile, c'est-à-dire globalement la destruction et la mise en pièces de la Convention de Genève. C'est bien Valérie Pécresse qu'elle s'appelle Valérie la sémillante Valérie Pécresse, qui est supposée être relativement modérée dans l'arc dit républicain, propose rien moins relativement aux demandeurs d'asile qu'ils fassent désormais leur demande d'asile dans les pays d'origine auprès des ambassades de France de ces pays. Donc imaginez quelqu'un qui est persécuté pour des raisons politiques, ethno-raciales, religieuses, de genre, d'orientation sexuelle, menacé de mariage forcé, d'excision, à qui on va dire « Attendez, vous restez dans votre pays d'origine, vous déposez une demande à l'ambassade et l'ambassade examinera votre demande et tranchera sur la question de savoir si vous avez droit à la protection conventionnelle ou une protection subsidiaire. » Si ça est mis en œuvre, c'est la fin du droit d'asile. Enfin, internement administratif. Il y a quelques années, on s'interrogeait sur la question de savoir si c'était le retour des camps en France et en Europe. Aujourd'hui, le point d'interrogation peut être enlevé. C'est effectivement la multiplication des camps d'internement administratif pour les étrangers en situation irrégulière à l'intérieur de l'UE, aux frontières extérieures de l'UE et dans les États du Maghreb, Afrique subsaharienne, à qui l'UE délègue une partie de son contrôle facial pour sanctuer plus encore les frontières de l'Union européenne. Et Éric Ciotti propose quoi? Ni plus, ni moins, entre autres pour cela, un Guantanamo à la française, admirable. C'est-à-dire un internement administratif sans fin, supérieur aux peines prononcées éventuellement privatives de liberté prononcées contre des individus qui auraient commis des délits. C'est-à-dire qu'ils pourraient, après éventuellement être sortis de prison au terme de leur peine privative de liberté, être internés ad vitam aeternam. De ce point de vue-là, qu'en est-il des gauches politiques? Au plus haut de l'agenda politique pour celles et ceux que j'ai cités, indépendamment d'ailleurs du devenir personnel de Zemmour, qu'il puisse aller jusqu'au bout de sa démarche ou pas, globalement les dégâts ils sont faits, et encore une fois, l'extrême droitisation de la voie parlementaire est jusqu'à présent est en marche, et pour le moment je pense qu'elle sera pour longtemps relativement irréversible. En ce qui concerne les gauches politiques, le moins qu'on puisse dire, c'est que, hormis de temps en temps, ces questions-là, la question des discriminations systémiques, la question du racisme d'État, la question de l'islamophobie d'État, n'est évidemment pas au plus haut de l'agenda politique pour la question des présidentielles. Alors, soit, peut-être pour des raisons d'opportunisme électoral et d'électoralisme à courte vue, j'ai la faiblesse de croire, hélas, que pour un certain nombre d'entre eux, c'est beaucoup plus profond que ça, parce qu'au fond, un certain nombre d'entre eux sont convertis à la grande mythologie nationale républicaine, et au fond considèrent que dès lors que la République est installée, alors il n'y a plus que des racismes et des discriminations résiduelles. Je vais prendre un exemple, je ne vais pas m'acharner sur lui, mais parce qu'il me semble un bon exemple de cette affaire. Jean-Luc Mélenchon, à qui un journaliste de Libération demandait « Est-ce que vous pensez que les institutions sont racistes ?» répondait « Ah non, les institutions peuvent avoir beaucoup de défauts, mais elles n'ont certainement pas celui-là. » Et donc,
là aussi, là encore, je crois que nous avons effectivement des divergences significatives qui permettent aussi de comprendre les raisons des faiblesses de l'antiracisme politique. Sur un certain nombre de points, sur la question de l'islamophobie, dont à peu près tous les candidats des gauches politiques refusent l'utilisation du terme. C'est le cas de Jeannick Jadot, c'est le cas de Fabien Roussel. Sur la question du racisme d'État également, avec y compris des phénomènes de régression tout à fait stupéfiants sur la question des réunions en non-mixité, puisque Fabien Roussel s'est prononcé contre, y compris d'ailleurs contre l'histoire de sa propre organisation politique, puisque les femmes, y compris dans sa propre organisation politique avant, pendant et après 1968, avaient réussi à imposer, c'était un conquis de ces femmes, des réunions non mixtes au sein du Parti communiste. Raison de plus, je crois, effectivement, le nom qui a été donné à cette réunion, c'est antiracisme, campagne permanente, quelque chose comme ça. Et je crois qu'effectivement, eu égard à la situation politique qui est la nôtre, nous devons, indépendamment d'initiatives prises pour protester contre, je crois que nous avons une tâche fondamentale politique qui est d'essayer de multiplier ce genre de réunions à Paris, dans les quartiers populaires, et en région, en sachant que nous allons effectivement, c'est ma conviction, vous pouvez considérer qu'elle est d'un pessimisme radical, et là je crois qu'elle est plutôt fondée sur un réalisme, si possible, aussi éclairé que possible, je crois. Je pense que nous sommes rentrés dans une période où nous allons effectivement nous battre dos au mur pendant très longtemps, et nous allons devoir résister, et une des modalités de la résistance, je crois, c'est effectivement de multiplier ce type d'initiative pour mener, prolonger cette campagne politique d'information sur les thèmes qui nous sont chers. Merci Olivier. Bon écoutez, on va passer en vérité sur le même volet. Il n'y a pas de transition à faire parce qu'en réalité on parle de la même chose. Je tiens à dire que Steve Benachon, moi je l'ai connu, je dis comme ça indirectement parce qu'il a travaillé à Argenteuil sur une action collective qui n'est pas rien, celle des contrôles aux faciès, notamment d'amendes répétées à l'endroit de plusieurs dizaines de jeunes de la cité Champagne. Je parle en plus à côté de quelqu'un d'Argenteuil-Besançon qui connaît bien la ville. Et je vous invite à regarder d'ailleurs ce documentaire de Marc Bach qui s'appelle Illégitime violence, qui raconte un petit peu ces histoires d'action collective et notamment du calvaire que vivent, le calvaire quasiment structurel, c'est pas conjoncturel, que vivent certains jeunes et moins jeunes dans les quartiers populaires. Donc Steve, merci d'être là, mais en même temps, tu es ici à la maison parce que tu joues sur ton terrain d'un certain point de vue. Et on ne parle pas suffisamment de cet autre pan des résistances qui est celui autour du droit, parfois voilà, dans des enceintes qu'on ne fréquente pas obligatoirement du bon côté pour ce qui concerne certains d'entre nous, je ne balancerai pas les blases, mais en même temps, il est important de savoir qu'il y a parfois des avocats et des avocates peu et peu nombreuses, mais quand on en a un et une, on en profite, et donc ça explique largement la présence plus que légitime de Steve. Vas-y Steve, à toi. 10 minutes, hein, Max. 10 minutes à peu près. Bah, merci de l'invitation. Je ne sais pas quoi dire parce qu'en réalité, c'est vrai que quand on envisage le droit sur ces thèmes-là, on est nécessairement politiquement un peu mou du genou. Non, parce qu'effectivement, déjà, on est avec des organisations pour lesquelles le droit, c'est nécessairement le droit qui est une superstructure, qui constitue une architecture avec des normes reflétant les intérêts d'une classe dominante. Donc c'est un peu compliqué. Par ailleurs, on est obligé d'adopter une rhétorique, des écritures qui prennent en considération bien évidemment le droit, mais aussi ceux qui sont censés juger, parce que notre boulot c'est de convaincre, et pas vous cacher, c'est pas enregistré, que les magistrats... Bon, justement. Très bien, bon. Diffusé en direct. Alors, merci, j'ai bien fait. Alors, comment le dire, tout ce dont tu as parlé, bien évidemment, le juge est également citoyen et peut avoir quelquefois vivre un hiatus entre ses opinions, ses pensées, son histoire et la norme juridique. Sa vie sociale, quelquefois, surtout en première instance, elle prédomine sur l'application de la règle de droit. Alors, c'est compliqué de passer après toi parce que tu m'as rappelé un truc. Moi, une partie de ma vie, elle est de l'autre côté de l'Atlantique, en droit. Et c'est vrai que le terme républicain, aujourd'hui, que ça soit le parti, enfin déjà le terme, moi je sais que j'ai l'habitude depuis des années d'entendre
Et d'ailleurs, je pense que d'un point de vue psychiatrique ou psychanalytique, c'est très intéressant. On a besoin en France d'ajouter républicain ou républicaine après le mot police. Comme si ça ne coulait pas naturellement. Donc la police, elle est nécessairement, elle est républicaine. Voilà. Et je vois aussi que les républicains en France, j'espère qu'ils n'ont pas comme modèle, mais les républicains aux États-Unis aujourd'hui, c'est quelque chose. C'est en termes de basculement de normes et de destruction de processus, de destruction des principes démocratiques et du fonctionnement démocratique, effectivement font peur parce que ce qu'on vit ici, on le vit aussi ailleurs. Alors, le parti pris du juriste, alors, moi je dois vous dire, mon histoire personnelle, elle est quand même très liée à la défense de l'égalité, des principes républicains. Je n'ai pas été un très bon élève, mais j'ai compris certaines choses en France. Moi j'ai eu un peu un choc en 2005, comme beaucoup. En 2005 avec, Rapproche le micro, s'il te plaît. avec la mort de Ziad Edina, et j'ai décidé de consacrer une partie importante de mon temps de travail à la lutte contre la discrimination, toutes les discriminations. D'ailleurs, je salue tous ceux qui luttent d'un point de vue juridique, j'en connais beaucoup ici. Donc, consacrer du temps à créer ce qu'on appelle, alors ça existe très peu en France, mais des contentieux stratégiques. Des contentieux stratégiques, c'est-à-dire adresser une problématique politique à travers le droit, d'essayer de gagner d'un point de vue juridique, et puis si on ne gagne pas, au moins que le thème abordé serve de tribune ou de catalyseur. Alors il y a deux types, hein, quand on parle du thème de ce soir, d'un point de vue juridique, on a un distinguo malheureusement, puisqu'on distingue le racisme et la discrimination raciale. Le racisme, c'est surtout la loi de 1881, c'est surtout Zemmour, c'est la diffamation, l'injure, la provocation à la haine raciale. Puis il y a une autre dimension qui est le droit de la non-discrimination, l'égalité. Le premier pan, je ne vais pas en parler, on en débattra peut-être, mais il est très compliqué, hein, parce qu'il y a la liberté d'expression. Et j'ai l'impression que tous nos politiques, il y a un très bon article du Monde là, sur la bienveillance de nos élites à l'égard de Zemmour ce matin, c'est vrai que tout le monde considère que la liberté d'expression nous permet de dire n'importe quoi. Or, il se trouve que la Convention européenne, tous les textes fondateurs sur la lutte contre le racisme après la Seconde Guerre mondiale, disent que bien évidemment il y a une limite. Alors, on ne va pas en tôle parce qu'on dit des choses horribles, mais au moins on peut être condamné. Hein, on peut être condamné. Donc ça, on en parlera peut-être. Moi, mon expérience la plus marquante au service de la cause, c'est bien évidemment les problématiques de contrôle aux faciès. Et je vais vous donner un petit peu, parce que je vous le dis, c'est vrai que c'est un peu mou du genou, le droit, mais on s'aperçoit que c'est un truc qui marche. Hein, parce que sur la discrimination raciale et sur le racisme, il y a une particularité en France, tu avais fait référence en creux, c'est qu'il n'y a pas de politique publique. Hein, vous verrez, elles sont assez insatisfaisantes, mais il y a une politique publique sur la discrimination sexuelle. Alors, ça manque sur les violences sexistes et sexuelles, mais il y a quelque chose sur les personnes handicapées également, mais la discrimination raciale, on voit bien qu'on est dans une impasse en France, pour plein de raisons politiques qu'on pourra évoquer. Et donc, le droit vient en tout cas dire quelque chose. Alors, le contentieux stratégique, effectivement, il y en a plusieurs, mais le premier, c'est sur les contrôles aux faciès. L'intérêt de faire du droit, quand même, c'est d'interroger les structures. Je ne veux pas rentrer dans le détail de la stratégie, mais au lieu d'attaquer des policiers, on a attaqué l'État, très rapidement. Et le truc qui est très chouette avec la procédure judiciaire, c'est que, vous savez, ça enclenche ce qu'on appelle une procédure contradictoire. C'est-à-dire que là, on n'a pas, vous savez, enfin, quand on attaque l'État, sur le plan médiatique, c'est assez impressionnant, mais moi j'ai fait quelques talk-shows, j'ai arrêté, parce que qui j'avais en face de moi, jamais un représentant de l'État, c'est-à-dire du ministère de l'Intérieur que j'attaquais, mais j'avais des syndicalistes. Enfin, il y en a plein ici qui voient ce que je veux dire, d'un point de vue professionnel. C'est comme si j'attaque Carrefour, et il y a la CGT salariée qui vient défendre l'employeur. Donc sur le plan médiatique, c'était pas une bonne chose. En revanche, sur le plan judiciaire, c'est assez extraordinaire parce que
vous mettez à nu en réalité l'État. L'État, il y a eu une grande cérémonie, paraît-il, hier. Paraît-il que les grands principes sont une réalité sociale en France. Et ben, je peux vous assurer que quand on fait des contrôles aux faciès, quand on attaque l'État, ben on ne s'attend pas à avoir une réponse de, pardonnez-moi, mais de l'épicier du coin pour défendre au prud'homme. C'est-à-dire de la mauvaise foi, des omissions, des choses comme ça. Non, l'État, lui, a dit dans les fameux dossiers sur les contrôles aux faciès, dans un premier temps, accrochez-vous, les principes d'égalité et de non-discrimination ne s'appliquent pas au contrôle d'identité. On pourra en parler, mais dans la hiérarchie des normes, l'article 78.2 qui permet les contrôles d'identité de façon très très large, bien doit respecter les grands principes. Hein. Il se trouve que là, le principe d'égalité et de non-discrimination, il est tout en haut de l'édifice républicain, c'est l'article 1er de la Constitution de 58, et puis il y a toutes les normes internationales. Dans un deuxième temps, on pourra aussi en parler. Là, il y a eu une bataille dont on a été informé tellement la ministre de la Justice de l'époque avait honte. C'est qu'une fois qu'on a gagné, elle a convaincu Hollande de ne pas faire, le président donc, de ne pas faire un pourvoi en cassation. Valls, devenant Premier ministre, mettant le dossier dans la balance, pourvoi en cassation. Alors on était furieux puisqu'on avait gagné à la Cour d'appel, donc l'État avait été condamné pour discrimination raciale. En réalité, je crois qu'aujourd'hui, on peut remercier Valls, puisque la décision a été confirmée à la Cour de cassation, et ça devient donc une décision très importante, puisque c'est la plus haute juridiction, la Cour suprême de l'ordre judiciaire, qui a condamné l'État français. Comme autre contentieux, on a fait un contentieux dans le 12e arrondissement de Paris qui a été assez terrible. Là, on s'est intéressé à tout le package du contrôle d'identité, parce qu'en réalité, le contrôle d'identité, ça n'est jamais qu'un contrôle d'identité, c'est des palpations, c'est des fouilles, c'est très souvent des commentaires, et c'est très souvent sur des mineurs. Moi j'ai une fille de 11 ans, elle n'a pas de carte d'identité, elle n'a pas de papier d'identité, mais vous le savez, dans certains quartiers, les gamins doivent avoir quelque chose, parce qu'ils sont en danger s'ils ne montrent pas leur papier d'identité ou ont une identification, et en général, de toute façon, ça ne les exonère pas de violence. Je vous parle de ce contentieux parce qu'il va sortir quelque chose de très chouette. Le défenseur des droits, il y a eu... alors on est obligé de penser un peu de façon cynique, on a eu une super délibération du défenseur des droits, dont vous avez probablement entendu parler, qui est sortie une semaine après la mort de George Floyd, et le matin de la manifestation du comité Adama Traoré, qui prononçait le gros mot dans le 12e arrondissement de Paris, discrimination systémique et harcèlement discriminatoire par les policiers. Alors, Toubon, bien sûr, a fait un pas de côté parce que tout le monde lui est tombé dessus. Il a dit que ça concernait que le 12e arrondissement de Paris. Mais comme en France, on n'est pas comme aux États-Unis, il n'y a pas une police différente à Marseille, à Paris et à Mantes-la-Jolie, eh bien, du fait de la centralisation, bien évidemment, la condamnation et la qualification par Toubon portait énormément, ce d'autant plus que le dossier pénal avait montré que le modus operandi des policiers n'était pas le comportement de la personne, hein, parce que j'aurais peut-être dû commencer par ça. Les contrôles d'identité aux faciès, ce sont des contrôles de routine d'après les policiers. Des contrôles sans raison auxquels les trois quarts d'entre nous ne sont jamais soumis pendant toute leur vie. Là, en l'espèce, c'est ce qu'on appelle les contrôles de routine, et les policiers parlaient d'indésirables. Enfin, ça, c'est pas dans le code. Voilà, on contrôle les indésirables, et on pourra en parler, vous le savez. Indésirable, c'est une histoire. Emmanuel Blanchard nous a particulièrement éclairé de cette notion. Voilà, je suis à 10 minutes. Je vais terminer par une très bonne nouvelle qu'on a eue tout récemment. Comme on est assez merdique en termes de communication, on n'a pas eu le temps de publiciser l'information, mais elle est assez majeure. C'est un peu les joies du droit et de la stratégie judiciaire. Il y a eu des pourvois en cassation réalisés par Valls sur les dossiers qu'on avait gagnés, mais on a perdu des dossiers. Et nous aussi, on a fait un pourvoi en cassation. Et on priait que la Cour de cassation, très paradoxal, ne nous donne pas raison, c'est-à-dire qu'on perde certains dossiers, pour nous permettre d'aller à Strasbourg, à la Cour européenne des droits de l'homme, avec l'idée de faire exploser la réglementation sur les contrôles d'identité en France. Je suis un peu long, je vais juste terminer en 20 secondes. Les dispositions de l'article 78.2 du Code de procédure pénale permet en gros à tout policier
de contrôler sans aucune raison. Vous avez notamment ce qu'on appelle les contrôles préventifs. Il est écrit dans l'article, quel que soit le comportement de la personne, vous pouvez la contrôler. Voilà. Bon, il se trouve que c'est dans cette discrétion, dans cet arbitraire, que le contrôle au faciès se développe. Eh bien, cet article 78.2, si, comme on le pense, eh bien, il fait l'objet d'une condamnation par la CEDH, eh bien, comme la garde à vue, l'État français devra revoir sa copie et probablement indiquer que les contrôles ne doivent pas être discriminatoires. Et je m'aperçois après 12 minutes que j'ai oublié l'essentiel. C'est que nous avons monté, je vois Omer Mascapitolin qui est là, avec tous les militants depuis une dizaine d'années, nous avons monté la première class action, la première action de groupe en janvier dernier, et qui a pour vocation à dire, et c'est la narration judiciaire, on a fait condamner par la Cour de cassation l'État pour contrôle au faciès. Un État démocratique respectueux de l'État de droit aurait dû réformer, après cette condamnation, les contrôles d'identité. Il ne l'a pas fait. Et il se trouve que Mme Taubira, qui n'était pas contente après le pourvoi de l'État, et bien quelque part, elle a satisfait à son obligation puisqu'elle a fait passer dans une loi qui s'appelle la loi Justice 21 la possibilité d'intégration au droit français d'une procédure spéciale qui est l'action de groupe, le class action. Quelques dossiers illustrent la situation de milliers, centaines de milliers ou de millions de personnes. Cette class action est portée par de nombreuses associations, dont celle de maire Mascapitolin. Je pourrais rentrer dans le détail, mais je ne vais pas le faire, j'ai été trop long. Sachez juste que pour des raisons procédurales, là on va économiser, on ne va pas passer par le tribunal de première instance ni la cour d'appel, on va directement au Conseil d'État. En conclusion, et vraiment la conclusion, l'État est pris entre le marteau et l'enclume, l'action de groupe au niveau national et la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme. Donc on est heureux dans ce contexte assez déplorable, et j'aime l'idée que c'est un peu d'espoir dans tout ce qu'on a entendu. Voilà. Bon, merci Slim. Voilà, on va donner la parole à Mornia, qui, je rappelle, donc, est responsable aussi, présidente même des Panthères des ministères, pour en dire quelques mots, mais qu'on retrouve dans l'ensemble des cadres de mobilisation contre le racisme depuis un paquet de temps, d'un certain point de vue. Et puis, donc, tu peux dire un petit peu ce que tu fais, comment vous travaillez, et puis comment tu perçois, toi, la situation, les coordonnées un petit peu de la période. Voilà. Ok, d'abord, merci de m'avoir invité. Rapidement, pour présenter donc, notre association qui s'appelle les Panthères des ministères, elle a été créée il y a quelques années, à peu près 3 ans, suite à une lutte que nous avons menée avec quelques-uns et quelques-unes présentes dans la salle, au sein du ministère du Travail, pour dénoncer des pratiques discriminatoires liées à l'origine au sein du ministère du Travail. Et nous avons créé cette association parce que nous avons fait le constat, mais le constat qui avait été opéré déjà il y a quelques temps par un certain nombre d'entre nous, que ceux qui sont censés être les alliés dans ces cas-là, et notamment dans le cadre des organisations de travail et des communautés de travail que sont les syndicats, n'étaient pas au rendez-vous. Du coup, nous nous sommes organisés. On n'était pas nombreux. Quelques racisés, mais aussi quelques blancs. Je vais utiliser les mots qui fâchent peut-être ce soir, mais enfin, appelons un chat un chat. Et nous avons porté des revendications avec beaucoup de difficultés et une forte résistance. Des revendications sur les évolutions de carrière, sur les salaires, sur l'ethnicisation du travail, parce que c'était une évidence que dans la fonction publique s'opéraient des mécanismes de discrimination liés à l'origine. Voilà, donc ça c'est pour un peu présenter notre association. Sinon, accessoirement et en 2 mots, moi je suis inspectrice du travail, je suis militante antiraciste, militante syndicale depuis au moins 20 ans, ça c'est sûr, au sein de la CGT. Et je milite aussi au sein de beaucoup d'associations, notamment le Front des Mères, mais également des associations qui sont dans les quartiers populaires. Je suis moi-même issue des quartiers populaires, je vis au sein des quartiers populaires et du coup ça me donne voilà, en tout cas une certaine légitimité, il me semble,
pour aborder un certain nombre de questions. D'ailleurs, peut-être une petite touche, comme dirait mon fils, satisfaisante ce soir. Bon, moi j'ai presque 50 ans et je me dis qu'il y a 10 ans, le panel qui est là tout de suite, là, il n'aurait pas été possible parce qu'on est presque en non mixte, à part toi Olivier, et encore je ne connais pas je ne connais pas tes origines, mais enfin partons de ce constat. Et ça c'est plutôt, j'ai envie de dire, la touche positive, c'est que il y a en effet on va utiliser la terminologie qui est systématiquement utilisée en ce moment, une fascisation en ce moment du discours, une propagande anti-musulman, anti-racisée, de portée à la fois par la gauche, l'extrême, la droite, c'est un lapsus révélateur ceci dit, la droite, l'extrême droite, le centre, et en face, en effet, une gauche qui est faible, molle du ventre, pour les raisons certainement qu'évoquait tout à l'heure Olivier, électoraliste certainement, mais pas que, et c'est aussi ça que je vais un petit peu aborder ce soir, pas que, c'est aussi parce que cette gauche, elle est en grande partie blanche, qu'elle a un certain nombre de privilèges, et que pendant plusieurs années, et encore maintenant d'ailleurs on le voit, elle a du mal finalement à laisser la place à des racisés, comme on pourrait laisser la place à des femmes lorsqu'il est question d'aborder les questions de discrimination sexuelle. Et j'en veux pour preuve les attaques et les offensives qui s'opèrent en ce moment à l'endroit d'un grand nombre de racisés, et je m'en félicite, qui deviennent publics, qui occupent le terrain politique, pour ne pas les citer, même si on peut ne pas être d'accord, mais Fatima Wassak, Anas Kazib, qui d'ailleurs, c'est ma vision des choses, parce qu'il est racisé, n'a pas été choisi par son camp qui est pourtant de gauche. Et toutes ces questions, en effet, elles sont importantes pour nous parce que finalement la discrimination raciale systémique, ce n'est pas lié à l'origine, ce n'est pas un sujet que nous pouvons aborder sereinement aujourd'hui encore dans la société française, et qu'il y ait des cadres comme ceux d'aujourd'hui qui nous permettent d'être tranquilles en tant que racisés et d'aborder la question des effets en matière de travail. D'ailleurs, je suis en partie là pour évoquer ces problématiques-là. C'est fondamental. C'est fondamental parce que ça nous permet de continuer à résister, et c'est fondamental aussi parce que ça permet d'irriguer des groupes comme celui qui est là ce soir, de nos idées, de ce que nous vivons, et de ce qui est en réalité démontré institutionnellement depuis des années. Voilà. Alors j'aurais voulu honnêtement vous donner plein de références académiques, parce que c'est ce qu'on me demandait ces dernières années quand il était question d'évoquer finalement ce que c'était la discrimination raciale. Vous parlez du dernier rapport de la DARES qui date d'il y a 2 semaines, qui pour la énième fois explique que les Maghrébins font l'objet de discrimination raciale à l'embauche, avec 31% de chances de moins d'être contactés par des recruteurs que les hexagonaux. J'aurais aimé vous parler du rapport de la DARES qui a été produit l'année dernière également en janvier, qui est passé à la trappe, qui évoquait une discrimination raciale significative à l'endroit des racisés, des Maghrébins et des Africains. J'aurais aimé également vous parler du rapport du défenseur des droits, et notamment celui qui a été produit en avril par Toubon avant de partir. Discrimination raciale, urgence d'agir. C'est une urgence d'agir sur le sujet. Ça fait des ravages sur nos jeunes, ça fait des ravages sur nos moins jeunes, ça fait des ravages pendant le Covid. Ça a tué particulièrement des Maghrébins et des subsahariens et des Asiatiques. Donc voilà, c'était mon intro, et je pense qu'elle est déjà longue. Tout ça pour dire que oui, on a un problème en France sur la question de l'origine raciale ou de la race. Oui, il y a un problème qui est certainement lié à une culture, à une histoire, la République, l'universalisme, etc., des principes creux, vidés de sens. Une démocratie peut-être, mais qui s'applique qu'à une partie de la population, et notamment celle qui est privilégiée, donc la blanche.
et qui ne s'applique pas pour les autres. Donc oui, il y a un système pyramidal où on retrouve la couleur en bas, à la base, et que plus on monte dans la pyramide, moins il y a de couleurs. Donc ça, c'est une évidence. Et la réalité, c'est que de droite comme de gauche, le groupe social, d'une manière générale, le sait, mais qu'il a du mal à s'emparer du sujet parce que ça impacte substantiellement à la fois la communauté, mais à la fois l'individu. Ça veut dire renoncer à son privilège. Ça veut dire accepter le principe que quand on a réussi ses études, finalement, c'est parce qu'on était un privilégié, parce qu'on avait des réseaux là où d'autres ont été privés. Ça veut dire tout ça et ça met dans l'inconfort, oui, ça crée la fragilité, ce qu'on appelle la fragilité blanche, un concept d'ailleurs qui est largement étudié aux États-Unis. Donc oui, moi dans mon expérience, qu'est-ce que je constate? Je constate des personnes qui ont du mal à accéder à l'emploi, qui, lorsqu'elles acceptent à l'emploi, sont assignées à rester à des postes comment dire, j'ai pas envie d'utiliser des mots méprisants parce que tous les postes ont un intérêt, mais en tout cas il y a un blocage et une volonté de ceux en tout cas qui recrutent et ceux qui donnent les salaires et qui font évoluer dans les carrières et les organisations syndicales de maintenir finalement aux postes les plus précaires, aux postes qui exposent le plus aux risques professionnels, les racisés, les femmes racisées. Et là, il y a un angle mort. Il y a un angle mort, on le voit d'ailleurs quand il est question des femmes et des associations qui luttent sur les questions des femmes, alors que c'est une évidence. On voit des femmes noires qui ont des problèmes dans le travail, qui sont exposées à des risques exponentiels, qui sont mal payées. Eh bien non, ces associations, qui sont pourtant dites progressistes, elles ne vont voir que le genre et pas la couleur. Voilà. Et il faudra attendre, finalement, le chantier de Breteuil pour aborder la question de l'intersectionnalité. Je vous dis rapidement ce qu'il en était. C'est un chantier dans lequel exerçaient des travailleurs sans papier. Il y a eu un accident du travail. Et je fais assez court. L'affaire a été portée devant le tribunal des prud'hommes. Et il y a eu une décision qui, et je parle sous le contrôle de l'avocat, qui finalement conclut à une discrimination raciale systémique, un système pyramidal. Voilà, donc ça, on en parle très peu. Il y a eu un rapport du défenseur des droits qui a aidé à cela. Il y a eu une CGT moralité qui a été poussée, qui a aidé à ce qu'on en arrive à ce jugement, à cette décision. Une CGT qui, je le rappelle quand même, sur l'affaire des Chibani était complètement inexistante, voire offensive contre les Chibani. Et la France, c'est ça en réalité. C'est des gens qui remplissent un critère d'origine, qui, dans le travail, dans l'accès à l'emploi, dans l'accès à l'école, dans l'accès aux soins, dans l'accès aux droits, sont seuls ou très isolés. Et lorsqu'ils revendiquent l'égalité du droit, lorsqu'ils revendiquent finalement le rétablissement de leurs droits, ceux qui sont censés être leurs alliés, donc les gens de gauche, les organisations syndicales, les associations antiracistes, regardent ailleurs, ou les jugent en expliquant qu'ils sont dans des postures victimaires, et en réalité ça les renvoie à leur propre mécanisme, ou alors ça les renvoie simplement à des questions de crispation, de clivage, donc ne clivons pas, ne crispons pas, donc n'abordons pas les questions qui fâchent. Et du coup, eh bien, c'est fondamental, en effet, qu'il y ait des moments comme ceux-là, qu'il y ait des alliés blancs, j'en suis contente et j'en suis heureuse, pas assez à mon goût, qui luttent aux côtés de ces personnes, des musulmans, réels ou supposés, des racisés, noirs, arabes, asiatiques, pour revendiquer leurs droits, pour accéder à l'éducation, à la justice, à l'emploi.
Voilà, du coup, je pense que j'ai dit un peu plein de choses. Il y a plein de choses que j'ai pas dites également. Mais voilà, moi, j'y crois. Je crois au pont. Je crois au fait qu'en effet, toutes ces actions-là, elles vont permettre à un moment donné de faire émerger quelque chose. En tout cas, il y a le comité Adama, il y a plein de gens racisés aujourd'hui qui occupent le terrain. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose au niveau de la conscientisation. Mais il y a aussi une résistance forte en face. Et ça fait un peu mal. Et cette résistance, elle fait d'autant plus mal que quand on voit que le groupe social, il est finalement assez hétérogène politiquement. Et voilà. Moi, je vais m'arrêter là parce qu'en réalité, sinon, je vais certainement en dire trop. Et puis, j'ai hâte qu'on puisse échanger dans le cadre du débat. Merci, Mornia. Écoutez, on va juste prendre ce débat à la volée dans un instant. J'aimerais juste ramasser 2-3 points qui me semblent fondamentaux. Il y a un terme qu'on n'a pas utilisé, qu'on aurait pu utiliser, que tout le monde aurait peut-être pu conjuguer à sa manière. Mais Saïd Bouamama en parle, Hugo Paletta en parle, parce que ce sont des gens qui sont largement légitimés, et c'est très très bien, parce qu'universitaires. Et puis il y a ceux qui n'en parlent pas, mais qui le conjuguent dans leur quotidien, dans leur chair, en continu, c'est le terme de fascisation. Le terme de fascisation, n'ayons pas peur de mots, ça ne veut pas dire régime fasciste aujourd'hui, mais ça veut dire, dans un double ou triple contexte, néolibéralisme exacerbé, creusement des inégalités sociales comme jamais, avec tous les dégâts écologiques dont on ne parle pas suffisamment, en intégrant là-dedans, tu l'as dit à juste titre, ce qui doit relever de la justice climatique. Petite parenthèse, mais qui pour moi n'est pas une parenthèse, à Argenteuil, ville de 110 000 habitants, la ville la plus polluée, l'une des 10 villes les plus polluées d'Europe, au monoxyde d'azote, au dioxyde d'azote, bref, à ce qui est responsable aujourd'hui clairement des maladies respiratoires, particulièrement dans un contexte de Covid, vous imaginez ce que ça peut vouloir dire. Autrement dit, ceux et celles qui souhaiteraient séparer les combats les uns des autres, par confort d'esprit, parce que quand on est universitaire, j'imagine, ou quand on est scientifique, c'est beaucoup plus facile de penser les choses séparées les unes des autres pour pouvoir contrôler les paramètres. Sauf que la matière humaine, la matière vivante de manière générale, c'est un entrecroisement extrêmement dynamique d'un ensemble d'oppression, de pression, de dynamique, et tout ça, ça crée évidemment des singularités bien particulières. Voilà, en notre sens, pourquoi la présence de PEPS, de Rejoignons-nous dans un cadre de l'antiracisme, de cette campagne de l'antiracisme politique, est fondamentale, et je le dis d'autant plus fortement qu'aujourd'hui, on assiste quand même en direct, et je le dis sans aucun mépris à l'endroit de ceux et celles qui découvrent, c'est normal. C'est ce que les journalistes appellent le mort kilométrique. C'est très simple, le mort kilométrique dans les écoles de journalisme. C'est quand il y a 500 morts qui meurent à côté de chez toi. Ça doit faire la une. Parce qu'il y a le degré d'empathie, de projection qui se fait très très bien. Mais quand ça se passe très loin de chez toi, c'est plus compliqué. Pourquoi je dis ça? Parce que certains ont découvert qu'il n'y avait pas d'eau obligatoirement en Guadeloupe. Certains ont découvert que Veolia a fait que de la merde en Guadeloupe. Pour parler de la gestion des eaux. Certains et certaines ont découvert récemment que le chlordécone a fait de ses habitants, je dis de ses habitants et je m'arrêterai là, le numéro 1 en termes de cancer de la prostate à l'échelle mondiale. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des conséquences écologiques sur les femmes, évidemment. Je dis cela pourquoi? Parce qu'évidemment, nous sommes dans une structuration où la colonisation fait encore ses effets, l'impérialisme fait encore ses effets et néfaste et tous les dégâts qu'on connaît bien, et que cela explique en partie, je clôt sur les outre-mer colonisés, dont d'ailleurs la France insoumise parfois se glorifie que nous soyons la deuxième puissance maritime, ce qui entre nous est particulièrement scandaleux quand on se revendique de l'émancipation des peuples en général. Mais si je clôt ici la parenthèse, c'est pour pouvoir en ouvrir une autre. C'est celle des migrants et des migrations, des migrants et des migrantes et des migrations, qui sont, qu'on s'entende bien, non pas des objets parlés comme on a le droit régulièrement, mais qui sont des sujets parlants, des sujets politiques, des sujets qui disent les désordres du monde, organisés, structurés par un pays comme la France en l'occurrence. Et j'irai pas plus loin sur les migrants et les migrantes, juste un regard dans le rétroviseur. 1938, les juifs et les juives fuient les dégâts du nazisme, les oppressions, les pogroms dans différents pays. On est en 1938, s'organise alors la conférence d'Évian. Évian,
au-delà des accords d'Évian, on ne confondra pas les événements, la conférence d'Évian en 1938 réunit plus de 30 pays, dont une dizaine européens. Et ce qui ressort, alors qu'est-ce qui est à l'ordre du jour, qu'est-ce qui est au menu? C'est que faisons-nous de ceux et celles qui fuient aujourd'hui l'antisémitisme structurel de plusieurs pays? La réponse, elle se décline en 4 points et regardez comment ça résonne. La France en particulier. On ne peut pas les accueillir parce que économiquement nous ne pouvons pas les accueillir. On ne peut pas les accueillir parce que la population française n'est pas prête pour les accueillir et que ça risquerait d'augmenter l'antisémitisme, sans dire que déjà, il était plus que prégnant déjà à l'époque dans plusieurs pays européens, dont on le rappelle que l'Europe est malgré tout la matrice du racisme. Troisième argument, c'est quand même assez fort, donc il y a cette idée même qui consiste à dire du point de vue du modus operandi, puisqu'on ne peut pas les accueillir, etc., c'est de les renvoyer dans d'autres pays volontaires, ce qui n'est pas très loin des gestions de l'Union européenne, de Frontex, de l'Europe de Schengen précisément, de migrants, je ne sais plus, je crois que c'est Olivier qui en parlait tout à l'heure, cette idée de recaler plus loin, d'externaliser les frontières, les contrôles aux frontières, et là, comble du cynisme, c'est de faire en sorte que les demandeurs et les demandeuses du droit d'asile puissent le faire dans un pays qui ne relève en rien d'une protection en quoi que ce soit de leur situation. Alors, au regard de ça, on a évidemment des résonances aujourd'hui, et ce qui ne veut pas dire que, sans préjuger de la fin, mais qu'on est réellement dans une période de fascination. Le deuxième point, parce qu'on est des sujets largement parlés et pas suffisamment parlants dans la période, c'est ce qui relève des violences policières. Ça a été largement abordé par Steve. Mais c'est heureux, quand il y a oppression, il y a résistance. Tu parlais du collectif Adama, et c'est évidemment un collectif très important, avec d'autres collectifs depuis des dizaines d'années, d'ailleurs, qui luttent contre l'ensemble des violences faites par, la police structurellement raciste. Mais je voudrais juste mettre peut-être une petite lumière sur quelque chose. Si il y a eu la marche pour l'égalité contre le racisme en 83, c'était encore à l'époque une marche où on croyait relativement à une sorte d'égalité républicaine. Il y avait cette idée, on va marcher et mettre la République en face de ses contradictions et faire avancer le droit, et d'un certain point de vue, il y a eu la carte des 10 ans. Rappelez-vous, c'était quand même des immigrés de première génération, deuxième génération, c'était d'autres immigrés. Aujourd'hui, ce que nous disent les collectifs majoritairement contre les violences policières, ils nous disent, mais c'est bon, l'égalité, on la connaît, elle est dans les textes, a priori, avec toutes les nuances qu'a apporté Steve, c'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde y compris ce qui a été décidé au niveau de la Cour de cassation, c'est quand même pas rien, c'est que l'État a été condamné, mais en même temps, on reconnaît une possible territorialisation des contrôles aux faciès. C'est-à-dire que les flics ont droit, c'est écrit noir sur blanc, si vous estimez que dans une zone, il y a un fort potentiel de délinquance, vous avez possibilité de contrôler. Et ça donne un pouvoir discrétionnaire à la police qui peut faire ce qu'elle veut, comme elle l'entend. Avec en plus, regardez comment c'est magnifique, une sorte de prophétie autorisatrice. Comme ils contrôlent plus les Noirs et les Arabes, a fortiori, ils ont plus de chances de les arrêter, même si toute chose égale par ailleurs, les Noirs et les Arabes devant la justice en prennent plus dans la gueule que les autres, là aussi des études le montrent. Et donc on retrouve en prison, comme dirait Zemmour, plus de Noirs et d'Arabes au regard de ce qu'ils représentent dans la société française, et la boucle est bouclée, ce qui permet de dire aux flics, vous voyez bien, que tendanciellement, pour pas dire par essence, par nature, les Noirs et les Arabes sont des délinquants ou des délinquantes nés. Voilà comment on fabrique en réalité des réalités pour pouvoir continuer dans une sorte de spirale négative, poursuivre des discriminations institutionnelles. Pourquoi je dis ça? Mais un peu pour foutre le bordel. Parce que quand Roussel, Jadot, je ne parle pas de Faure, dont on n'a plus rien à carrer, décide d'aller manifester auprès des syndicats de policiers extrêmes, avec des propos racistes, et pour le coup, excusez-nous, les séparatistes, c'était eux. Écoutez, les discours qui ont été tenus, c'est quand même une dinguerie, c'est une remise en cause des propres institutions républicaines. Nous, on dirait le 10e ici, on aurait une convocation peu de temps après. Ils remettent en cause le fonctionnement de la justice dans ces mécanismes même. Voilà. En étant par ailleurs représentants de l'État à plein d'endroits tout au long de leurs activités. Eh bien, on a des gens de gauche qui y vont et qui nous disent la main sur le cœur, nous on est antiraciste.
Mais de quel antiracisme il parle? De cet antiracisme dont on y a parlé, c'est-à-dire un antiracisme moral, non pas qu'il n'y ait pas de morale dans l'antiracisme politique, loin s'en faut, mais d'un antiracisme moral qui réduit le racisme à une posture psychologisante, individuelle, qui refuse de voir la dimension dynamique, structurelle dont parle Slim, qui fait la démonstration avec le défenseur de droits et d'autres structures et des militants, que le racisme, c'est pas du tout un problème psychologique. Nous, on n'a pas besoin, en tant qu'Arabes, Noirs, Tziganes, Asiatiques, d'être étendus sur un divan pour qu'on parle de mon père et de ma mère. Tout va bien. D'ailleurs, c'est là peut-être le seul côté où ça va bien. Le vrai problème aujourd'hui, c'est d'étendre l'État français d'un direct du droit pour faire la démonstration qu'il est structurellement raciste et que ça s'inscrit dans une histoire coloniale. Et évidemment, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas de discontinuité dans cette affaire-là. Mais c'est impossible aujourd'hui de comprendre l'islamophobie d'État si on ne comprend pas, si on ne lit pas, si on ne parle pas avec son père, sa mère, son grand-père et sa grand-mère qui vivaient dans un pays musulman, à majorité musulmane. Et quand on a aujourd'hui le dévoilement des femmes qui portent un foulard, évidemment que ça nous fait penser à la femme de Bugeaud et de Massu qui organisaient les cris du cœur en dévoilant des dizaines de femmes algériennes. Bien évidemment que c'est cette violence coloniale dont on parle et de rien d'autre. Alors évidemment, l'État nous dit, nous ne sommes pas islamophobes. Parce que Olivier a eu raison de dire, de reprendre comment on justifie la dissolution du CCIF, du CRI par ailleurs. Mais il y a un truc qui est juste une dinguerie. Même si tu n'es pas musulman et musulmane, c'est pas grave. Inch'Allah, tu vas le devenir. Parce qu'il est temps, le grand remplacement, il faut le mettre quand même en modalité d'action. Lisez la charte des principes de l'islam. Déjà, principe, moi je le dis modestement à mes élèves, parce qu'on a des principes en physique. Quand on invoque le principe c'est la fin de la raison. Il y a des choses qui sont observées. Un principe, c'est pas démontrable par définition. Les principes de l'islam, c'est assez fort, ça nous vient de l'État qui veut faire respecter la laïcité et qui s'immisce comme jamais dans l'islam. Et l'article 9 de la charte des principes de l'islam dit, et doivent le signer les imams, les structures cultuelles qui veulent demain avoir des subventions, être reconnus, etc. L'article 9 dit qu'il n'y a pas, que tous ceux qui citent cette charte-là reconnaissent qu'il ne peut pas y avoir d'islamophobie d'État, c'est un contresens absolu parce que la République ne peut pas être islamophobe. La seule, d'ailleurs il ne dit pas islamophobie, il dit haine anti-musulman, et la seule haine anti-musulman, elle viendrait uniquement de l'extrême droite. Voilà. On ne peut pas trouver mieux comme déclinaison de l'islamophobie d'État que la non-reconnaissance noir sur blanc de cette islamophobie d'État dont nous sommes obligés et contraints de signer des deux mains. C'est un truc de dingue. Bon. Et ce que disent par ailleurs, parce que ça commence à nous saouler un petit peu, Zemmour, parce qu'il a fait un doigt d'honneur, tout le monde est ému, oh, ça dégueule de partout. Mais concrètement, ce que disent les jeunes et les moins jeunes dans les quartiers populaires, ce qu'on appelle quartiers populaires par euphémisme, qui sont les Arabes, les Noirs, les pauvres et les femmes de familles monoparentales qui vivent dans ces quartiers-là. Ils disent, mais notre quotidien, nous, c'est pas le Front National, le Rassemblement National, ou même Zemmour. Notre quotidien, c'est ce dont a parlé Mandia. C'est ce racisme institutionnel qui transpire par tous les ports, y compris par celui de la santé. Face au Covid, nous n'avions pas la même couleur. Comme nous n'avons pas la même couleur face au marché, ça a été dit et redit. Les musulmans et les musulmanes sont plus discriminés à l'emploi que ne le sont les Noirs aux États-Unis. Et les Noirs aux États-Unis, je ne sais pas comment te dire, c'est une machine de guerre. Voilà. Et ça, on ne veut pas le reconnaître. Bon, et des études, c'est pas nous, hein, c'est pas les plus excités. L'Institut Montaigne, tu vois ce que c'est à peu près, c'est plutôt tranquille, il n'y a pas vraiment de problème là-dessus. Alors, je finirai mon propos là-dessus, et je le dirai sans provocation, alhamdoulilah, c'est juste magnifique, c'est parce qu'il existe des résistances tout le temps quand il y a oppression. Et ces résistances, elles sont même consubstantielles de l'oppression. On a différentes façons de résister. Et une façon de résister, je le dis ici, très calmement, c'est de cultiver l'entre-soi, comme disait Sartre, quand les juifs se retrouvent avec des juifs, ce n'est pas pour cultiver le fait d'être juif parmi les juifs, mais d'être homme parmi les hommes, c'est une façon de retrouver sa propre dignité, de ne plus avoir ce regard descendant. Alors je le dis,
que des musulmans et des musulmanes puissent se retrouver entre eux, entre elles, pour discuter des stratégies, pas simplement pour se faire du bien psychologiquement, c'est important aussi, mais des stratégies de lutte, etc., eh bien c'est un fondamental, et la bonne nouvelle c'est que ça se fait sans qu'on ait demandé la permission à qui que ce soit, et ça continuera à se faire. Comme le font les Noirs, comme le font sans aucun doute les homosexuels, ceux qui se sentent opprimés dans leurs questions de genre, et c'est vrai à l'ensemble des endroits, à l'endroit de celles et ceux qui subissent une oppression spécifique. Et si certaines, et je le dis très calmement, dans la gauche, y compris radicale, ont un peu peur quand il y a des Noirs qui se réunissent entre eux, des musulmans, musulmanes, des barbus, etc., etc., on leur dit, mais c'est pas grave, il va falloir que tu t'y fasses. Parce qu'y compris ton agenda politique, il va se conjuguer avec notre agenda politique. Et dans ce nôtre, je veux le dire, c'est un peu en forme de poupée russe. Il y a eu les... Je finis là-dessus, je m'excuse, mais c'est tellement anecdotique, mais c'est juste magnifique. Il y a eu, vous savez, ces camps décoloniaux, où ils ne pouvaient assister aux camps décoloniaux que ceux qui étaient victimes du racisme en tant que tel. Alors évidemment, on ne demandait pas la carte de visite, mais si tu étais victime, tu viens, tu n'as pas de problème, tu viens, etc. Bon, évidemment, regardez un petit peu quand même avant pour ne pas se retrouver avec des fous furieux. Bon. À l'intérieur du camp décolonial, il y avait donc toutes les victimes du racisme, mais à l'intérieur, les Noirs se réunissaient entre eux, entre elles. Parfois, c'était des musulmans qui avaient des réunions non mixtes. Parfois, c'était des racisés d'en bas, homosexuels, qui avaient aussi des réunions non mixtes. Et puis, parfois, il y avait des réunions non mixtes de racisés, noirs, homosexuels, musulmans, etc. Bref, il y avait une multitude de réunions non mixtes, tant et si bien que parfois, tu ne savais pas où aller. Mais ça fait partie des stratégies de défense que nous mettons en avant. Si par cela on appelle séparatisme, eh bien nous assumons le terme de séparatisme, sans aucun doute pourra faire avancer de l'avant l'ensemble de la société, parce que derrière ce nous évidemment nécessaire, on est capable de jouer tactiquement des articulations avec l'ensemble des mouvements sociaux, et je boucle la boucle, notamment donc avec les questions écologiques, les autres questions sociales, les questions environnementales, toutes les questions qui nous animent. Voilà. On va passer au débat avec vous. De manière, voilà, sur des sujets qu'on aurait oubliés ou pas, et puis, ce que vous avez à dire par ailleurs, il ne s'agit pas que ça fasse des va-et-vient entre la tribune et vous. Voilà. Je ne sais pas si le micro il marche en même temps. Si, si. Tu l'as tué avec Oui, non, je voudrais ricocher sur des choses qui ont été dites à propos du droit et de l'importance que ça a ou pas et les limites que ça a ou pas. D'abord, tu parlais, Omar, des processus de fascisation auxquels on assiste, qui sont là, présents. La dictature, c'est pas d'abord à la démocratie que ça s'oppose, c'est à l'état de droit. La dictature est instituée quand l'État peut s'asseoir sur la règle de droit. Et on y vient. On y vient sur des choses... La Constitution de la Ve République fait référence, entre autres choses, dans son préambule, parmi les principes qui la fondent, aux grandes lois de la République. Ça veut dire les grandes lois de la République, il a fallu que le Conseil constitutionnel finisse par dire ce que c'était. Et c'est la loi sur la liberté de la presse, donc sur la liberté d'expression, la loi sur la liberté d'association de 1901, la loi de séparation des églises et de l'État, 1905, et quelques autres de ce calibre-là. Toutes ont été écornées. Sur la liberté d'expression, ça a été expliqué tout à l'heure en détail. Et la même explication en détail concernait la liberté d'association. Quant à la loi de 1905, elle est violée tous les jours par une conception non laïque, au sens de la loi de 1905, de la laïcité aujourd'hui. Ce qui est mis en cause, ce sont les grandes lois de la République, là. C'est-à-dire la Constitution. Hier, l'autre Guignol était au Panthéon. Au Panthéon, il y a les ossements d'un vieux monsieur qui s'appelait René Cassin. Et René Cassin est un des principaux rédacteurs de la Déclaration universelle des droits humains. Et cette Déclaration universelle des droits humains prévoit dans l'un de ses articles que nul ne peut être empêché de quitter le pays où il se trouve, même si c'est le sien. Aujourd'hui, on finance des programmes dont la seule raison d'être est d'empêcher des gens de quitter le pays où ils se trouvent. On donne de l'argent aux Marocains pour que les gens ne puissent pas quitter le Maroc.
on accepte des gens de l'Angleterre pour que des gens ne puissent pas quitter la France pour aller en Angleterre. Avec ce paradoxe invraisemblable que ces gens que l'on empêche de quitter la France en violation de la Déclaration universelle des droits humains, n'ont, par l'effet de la loi française, pas le droit d'être en France. Ils n'ont pas le droit d'être en France, mais on dépense beaucoup d'argent pour les empêcher de quitter la France. Voilà ce qu'on fait aujourd'hui de la loi. Maintenant, je ne pense pas pour autant, et peut-être que parce que c'est comme ça, je pense moins encore, que l'émancipation des racisés passe par le respect de la loi. C'est important de se battre pour le respect de la loi, c'est aussi important de contourner de la même manière que l'État le fait. Et tout ça est une question politique. De ce point de vue, je ne veux pas redire ce que Omar a dit mieux que je ne l'aurais dit moi-même. Donc voilà. Une autre question dans la salle? Question C'est une question, oui, à l'avocat, justement, qui disait que justement, c'était passé au Conseil d'État. Qu'est-ce que ça va changer? Ah oui. Parce que c'est bien beau que assez souvent ils s'assoient dessus et ils continuent. Alors, On va prendre une série de questions et puis on va revenir vers... Une autre question dans la salle ou une intervention? Moi, je voulais dire que les quartiers connaissent la répression policière depuis de nombreuses années, mais depuis pas très longtemps, les gens qui se rebellent, les gilets jaunes, connaissent aussi la répression. Donc elle s'applique de plus en plus, non pas aux racisés, mais à ceux qui se rebellent. Et c'est gravissime. Et l'autre, on va demander aux intervenants. Bon. Qui veut répondre? Je te remercie d'avoir regardé ton portable et de répondre à ma demande, parce que effectivement j'ai été assez libre et tu poses la bonne question. Non, j'ai rien écrit, mais ça faisait toute une question téléphonique. Je te remercie vraiment. Comme je l'ai dit à la fin, j'ai oublié l'essentiel. Tu as totalement raison, et je voudrais te donner tort sur ta question. Tu as totalement raison jusqu'à la classe, alors je dis class action parce que j'ai remarqué que chez les jeunes, ça fait plus Netflix et qu'on entend mieux le truc. Donc l'action de groupe, elle révolutionne, on est au tout début. Donc je comprends que ça t'interpelle, enfin ta question éminemment politique interpelle tout le monde, elle interpelle également les juristes parce que, à ma connaissance, il n'y a que 3 actions de groupe. Aujourd'hui, il y en a une contre Safran, il y en a une contre la Caisse d'épargne. Safran, c'est discrimination syndicale. Une deuxième qui est discrimination sexuelle et de genre contre la Caisse d'épargne. Et la troisième contre l'État français. Quand je dis la Cour de cassation a condamné l'État, c'est absolument terrible. Alors je suis filmé, c'est gênant parce que je dois dire que c'est génial. Mais tu as raison fondamentalement, c'est que ça a changé quoi? Alors dans l'histoire, dans la narration judiciaire, c'est une condamnation qui est symbolique parce que l'État français, pour plein de raisons qu'on connaît tous, la discrimination raciale, c'est incompatible avec les principes. Mais ça y est, c'est marqué dans le marbre. La discrimination raciale n'est pas une réalité pour Macron. Alors, bon, quelquefois, il tergiverse, mais pour les autres, ça n'existe pas. Ce ne sont que des gens qui chouinent parce que pourtant, ils vont à la même école de la République. Les Noirs et les Arabes, ils se peignent tout le temps, quoi. Et puis, les institutions, elles sont neutres. Au pire, elles sont neutres, donc ça n'est pas possible. Et donc, cette condamnation, elle vient quand même de la plus haute instance, institution juridictionnelle française, privée. Et donc, ça veut dire quelque chose. Alors, ce qu'on attendait avec cette condamnation, c'est que l'État français, je faisais référence à l'État de droit, c'est qu'il tire les conséquences d'une telle décision. Il ne l'a pas fait. Et là, c'est la chance qu'on a avec la loi Taubira, c'est que l'action de groupe, elle ne vient pas condamner un État à des dommages d'intérêt, qu'on connaît tous. Là, l'action de groupe, si tu veux, pour moi, c'est de faire de la vraie politique, sans être député, sans être ministre. Toute une lecture aussi de nos institutions autoritaires. Moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, un syndicaliste qui se prend au sérieux,
qu'un avocat qui se prend au sérieux, qu'un juge qui se prend au sérieux, ont pratiquement plus de pouvoir avec nos nouveaux outils qu'un député ou qu'un homme politique. Alors maintenant, je vais te répondre, j'ai été très long et trop long. L'action de groupe, devant le Conseil d'État, on ne vient pas demander des dommages-intérêts. On pourrait. On vient demander au Conseil d'État d'imposer une réforme. Alors, on a beaucoup, là pour le coup, on a beaucoup communiqué. Tu mets action de groupe, contrôle au faciès, tu vas tomber sur le site Maru Mes Droits. Et Maru Mes Droits explique tout. C'est le travail d'une dizaine d'années d'homères, de militants, de scientifiques, de juristes. Et on a, je crois, à peu près 9 dimensions. On demande au juge d'imposer le récépissé de contrôle. On demande au juge de réformer l'IGPN. On demande au juge des formations. On demande au juge d'imposer une transparence sur les contrôles d'identité et une instance qui aurait vocation à enregistrer, parce que c'est ça qui est terrible en France, c'est que tu demandes à l'État français combien il y a de contrôles d'identité, il ne sait pas. Alors dans un débat parlementaire, on a entendu entre 10 à 14 millions. 10 à 14 millions, sachant que 97% des contrôles d'identité ne donnent rien. Et dans les 3%, on intègre l'outrage et rébellion, c'est-à-dire le contrôle illégal qui génère une procédure. Donc, on est sur des chiffres absolument ahurissants. On demande plein de choses. Et l'idée, si tu veux, parce qu'on a un modèle un peu stratégique. En 2013, tu as une action de groupe qui a été menée contre la police de New York et contre l'État de New York. Et donc, on peut se poser la question, comment un État peut faire injonction et réaliser une telle réforme? Eh bien, on a vraiment étudié l'action de groupe américaine. 2013, condamnation de la police de New York et de la ville de New York. L'affaire est toujours en cours. C'est-à-dire que le juge désigne un moniteur qui désigne lui-même une équipe avec des facilitateurs. Il y a aussi toute une dimension sur les contrôles de routine. Ben, c'est quand même pas... on ne conteste pas les contrôles d'identité dans le cadre d'une enquête, pour faire simple, d'une enquête pour viol ou crime. Ça, c'est pas du tout du contrôle de routine ou du contrôle au faciès. C'est du contrôle a priori légitime. Pour ce type d'activité, et Omer pourra en parler, dans plein de pays, au Canada, en Angleterre, tu as des réunions de quartier où tu as des représentants qui ont une réunion mensuelle, trimestrielle, pour parler des problématiques. Et donc, cette réforme, elle va être mise en place par un moniteur, avec une fréquence à New York, c'est tous les 6 mois, tu as un rapport qui est fait, donc 2013, et c'est encore le cas aujourd'hui, tous les 6 mois, tu as ce moniteur qui écrit au juge pour faire un état de la mise en place de la réforme. Donc si tu veux, on l'a vu là tout récemment, le président de la République, allez, on va lui donner le bénéfice du doute. Affaire Ziegler, il dit, il faut... Non, tu te souviens, Ziegler, il reconnaît l'histoire des contrôles au faciès. Il fait de l'intersectionnalité, il dit, un jeune homme des quartiers se fait contrôler, et je crois qu'il dit, c'est inacceptable, et je ne serai pas crédible si je ne fais rien. Qu'est-ce qu'il fait derrière? Il ouvre le bobo de la sécurité, qui aggrave la situation des gamins des quartiers. Donc on voit bien, si tu veux, que le couple autorité-police, c'est-à-dire syndicat de policiers, avec le bobo, c'est une équation qui ne peut pas fonctionner, puisqu'il manque nous, le peuple. Et donc, le fait que l'exécutif ne s'en sorte pas, ce n'est pas le parlementaire en France qui va changer les choses. Et donc, on a cette action de groupe. J'ai été trop long, je suis désolé, mais j'espère avoir été clair. C'est incroyable, puisque ça a vocation à imposer à l'État une réforme, comme à la caisse d'épargne, si tu veux. Eh ben, là, on a des informations. Hein. En droit du travail, les bilans sociaux, les rapports de situation comparés, la situation des hommes et des femmes, eh bien, on peut imposer une réforme. On peut imposer, par exemple, à embaucher des DRH spécialisés sur les discrimes. En gros, c'est la réalité. Si tu veux, pour nous, l'action de groupe, c'est bye-bye l'égalité formelle à la française, qui est une arnaque, dans le sens où, grâce à l'égalité formelle déclamée et déclarée partout, bah, ça laisse dans la réalité les discriminations. Hein, on l'entend partout. Hein. Blanquer est absolument merveilleux pour ça. L'égalité. Bah, oui, nous, on s'intéresse à la discrimination, c'est-à-dire l'égalité dans les faits.
Et là, l'action de groupe, elle s'intéresse aux réalités des gens, que Marc connaît parfaitement, que certains d'entre vous connaissent. Et c'est de ça, si tu veux, dont on va parler. Et c'est génial parce que c'est le Conseil d'État. Voilà. Donc voilà, j'ai été trop long, je m'excuse, mais voilà, c'est aussi une autre façon de faire de la politique. Je vais rebondir sur ça parce que vous avez parlé des États-Unis avec un moniteur. Il faut savoir qu'aux États-Unis, ils n'ont pas la même constitution qu'en France, pas les mêmes lois. Parce que là-bas, il y a la peine de mort qu'on n'a pas ici en France. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes. On joue la politique française de dire c'est bien là-bas, c'est mieux, ils arrivent à faire ça. Et là-bas aussi. Par contre, eux sont mauvais. Voilà. Et si on joue ce jeu-là, je trouve qu'on n'avance pas. Après, il y a des choses, on parle de la loi de sécurité globale. Je suis reporter de rue, donc j'ai une carte de presse parce qu'on m'a forcé à avoir une carte de presse. Encore maintenant, on me fait chier. Excusez-moi, je n'ai pas d'autres mots. C'est une forme de racisme. Mais qu'est-ce qu'il y a pour contrôler? Il n'y a pas de moniteur aux États-Unis, ils mettent un moniteur pour montrer ça. Là, en France, on n'a rien. On n'a rien. La justice ne peut pas aller à l'encontre des policiers. Les policiers se protègent entre eux, comme d'autres institutions. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'on peut faire? La loi française, elle est faite par nos politiciens qui nous créent ces lois-là. Mais depuis un mois et demi, je m'aperçois d'une chose, c'est que l'Europe est souveraine de tous les États, point de vue loi. Donc, à l'heure actuelle, les infirmières ne peuvent pas travailler. À l'heure actuelle, on arrive à contourner la loi française, qui ne peuvent pas avoir d'argent, en leur demandant, moi je suis de la Lorraine, d'aller en Belgique et de s'inscrire en Belgique au chômage. Et grâce au texte de loi européen, elle touche le chômage. C'est quand même bizarre. Tout ça parce que la Belgique demande à la France de payer justement ces Français-là. Donc on contourne, mais la loi de sécurité globale, le problème c'est que on a eu le Conseil d'État qui a statué, on a le droit de filmer, et vous avez des gens, des policiers qui vous disent encore, tu arrêtes ton téléphone, tu n'as pas le droit de filmer. Donc là, vous avez dit que c'est le Conseil d'État, mais qu'est-ce qui va faire que c'est marqué dans le marbre? Oui, c'est marqué dans le marbre. Mais qu'est-ce qui va changer? Je viens de te dire d'abord. Mais je trouve qu'il y a. Non, mais c'est la différence entre la norme sociale et la norme juridique. Le droit, ça veut dire quoi? En latin, c'est la direction. C'est ce vers quoi on tend. Bien évidemment, les normes sociales, celles qui nous animent tous les jours, c'est celles qui ont été rappelées par Mornia et Omar, c'est-à-dire la discrimination, l'inégalité. C'est en cela que, si tu veux, l'action de groupe est le moyen dont je rêve depuis tout le temps, c'est-à-dire de pas te présenter devant un juge, avoir une belle décision que tu colles au mur comme un papier peint. Parce que ça, c'est du symbole. En revanche, l'action de groupe, elle te permet d'imposer via le juge une réforme, mais une réforme réelle. Je veux dire, aujourd'hui, tu as un très bon ministre de l'Intérieur. On peut rêver. Il dit on réforme. J'ai cru que si on avait un très bon ministre de l'Intérieur. On réforme. Il va avoir les syndicats de policiers. Là, moi, je préfère, en tout cas, c'est mon espoir, que tu as un juge. Alors, c'est le Conseil d'État, il est très critiqué, c'est le Conseil d'État. Maintenant, les choses changent. Et si tu veux, c'est un espoir raisonnable. Cette action de groupe, elle est même attaquée par tous nos adversaires, parce que c'est quelque chose qui peut changer les choses. Maintenant, sur l'Union européenne, moi, je suis pour le mieux-disant économique, social, et je vais te le dire très franchement, s'il n'y avait pas l'Europe en matière de discrimination, la France, c'est pas... on a beau parler des droits de l'homme, c'est des droits formels pour moi. L'Union européenne, je suis désolé, en tout cas en matière de droit, et en matière de droit à l'égalité et de la non-discrimination, il y a beaucoup de croyances. Le non-discrimination, ça serait un droit importé des États-Unis par l'Angleterre. Bah ouais, mais ça correspond aussi aux résultats souhaités par les marxistes, c'est-à-dire l'égalité réelle. Donc si tu veux, moi à un moment donné, j'ai les faits sociaux et j'ai la règle de droit. Et vraiment, et je pense, je vais vraiment m'arrêter parce que je monopolise, mais il y en a ici quelques-uns qui pourraient te répondre. Si on n'avait pas le droit de l'union, on n'y arriverait pas. Du coup, moi je veux bien quelques remarques après les inters. Du coup, pour Laurent,
tu n'as pas posé de question, mais j'abonde dans ton sens. Moi, je suis pour qu'il y ait des luttes en fait multiples. En fait. Je pense que ce qui est important, c'est que d'une part, on mobilise le droit existant, parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas mobilisé, le droit positif, et qu'on a quand même quelques affaires, notamment, enfin moi je parle pour la discrimination raciale, on a quelques affaires, ça a été très long, mais qui ont permis quand même à des victimes d'obtenir des dommages-intérêts, réparations. C'est important aussi de maîtriser la loi, en tout cas, quand on veut lutter, mais en même temps, tu as raison. L'application de la loi étant inégalitaire, il faut la contourner et il faut mener des luttes autres par les mobilisations à l'extérieur, les manifestations et puis la prise de pouvoir, si je puis dire. Après, pour répondre, ou peut-être répondre, c'était pas une question, mais sur les gilets jaunes. Oui, en effet, moi j'étais assez hallucinée dans les débats de la gauche progressiste, quand il y a eu ce mouvement-là, il y a eu une découverte des violences policières. Et alors, moi j'avais des camarades que j'aime beaucoup par ailleurs, mais qui étaient scotchés quoi, par une telle violence, des yeux éborgnés, des bras, enfin des matraques un peu partout. Et alors je me disais, mais enfin, les camarades progressistes de formation trotskistes, anciens de la LCR, etc., antiracistes, mais enfin, mais ne savez-vous pas ce qu'il se passe régulièrement dans les quartiers populaires? Des palpations, des parties intimes, plus particulièrement des jeunes hommes racisés, des coups de matraque, des plaquages, des jeunes hommes mis à terre, les menottes en main avec la tête bloquée par les pieds d'un ou plusieurs policiers, des insultes à tout va, des blessures graves, des morts. Et en fait, tant que ça ne s'incarne pas, tant qu'ils ne sont pas directement touchés, finalement, c'était un petit peu abstrait. C'est-à-dire que même pour les gens qui sont formés sur ces questions-là, contre les discriminations, les violences policières, etc., eh ben oui, l'ont découvert finalement cette violence policière parce qu'ils ont été directement ou indirectement touchés, leurs frères, leurs sœurs, leurs beaux-frères, etc. Ça a touché les Blancs. Ça a touché des Blancs. Alors moi je trouve que le bon côté des choses, oui mais la réalité c'est que c'est ça, c'est que ça crée des ponts par contre. Assez inimaginable il y a quelques années. Voilà, il y a eu par exemple le comité Adama qui a soutenu et qui est allé manifester aux côtés des Gilets jaunes. Il y a eu quelques manifestations, il y a eu quelques... On peut être en accord, en désaccord avec les Gilets jaunes, peu importe, hein, mais il y a eu des ponts qui ont été créés parce qu'à un moment donné, des gens qui remplissent des critères sociaux, mais pas que, d'origine différente, finalement, ont rencontré les mêmes problèmes. Et du coup, comme ils ont rencontré les mêmes problèmes, finalement, ils ont pu... Alors, le problème, c'est que ça n'a pas été sur la durée, mais ils ont pu, à un moment donné, se rencontrer, débattre et même, quelquefois, être dans des mobilisations communes. Donc ça, c'est le bon côté des choses. On est toujours en contact. Hein. Oui. Les jeunes avec Adama, c'est toujours... Oui, mais moi, je m'en félicite. Hein. Je trouve ça très bien. Après, moi, je ne demande pas à ce que tout le monde soit tiré vers le bas. Hein. Je ne demande pas que tous les Blancs ne soient privés de l'accès à l'emploi, et encore que, ça me vient là comme ça, parce que c'est important, parce que je pense que c'est important aussi qu'on dise ce qui se passe au quotidien pour les racisés, notamment les micro-agressions, il y a les violences, il y a tout, les manifestations les plus violentes, les violences policières, les discriminations à l'accès à l'embauche, les difficultés à accéder aux droits, les difficultés à accéder au logement, à un service, etc. Et puis il y a ceux aussi qui sont dans des milieux hein, comme nous, et des milieux auxquels on n'a pas l'habitude dans lesquels on n'a pas l'habitude de nous voir, notamment les milieux politiques, et c'est là qu'on subit des micro-agressions, on appelle ça comme ça. Voilà, une espèce de déni de nos compétences, déni de notre intelligence, et finalement on serait peut-être pas à nos places, ou alors quand on dit quelque chose, peut-être qu'un blanc nous l'aurait soufflé à l'oreille, et je vous promets,
j'allais dire je vous jure, mais j'ai peur de passer pour une islamiste, que c'est même des gens hyper formés politiquement qui sont capables de penser ou d'émettre des signaux, ou même de dire des choses qui sont extrêmement infamantes pour des gens qui se sont émancipés et qui ont conscientisé. C'est pour ça que c'est important qu'on vous le dise. Et là, j'ai quelque chose qui me vient à l'esprit. J'ai le souvenir, il y a quelques années, peut-être que tu te rappelles, Omar, il y avait une action qui était assez intéressante. Je pense qu'il y a 5-6 ans, c'était dans le 93, plusieurs associations, organisations syndicales, mais beaucoup de racisés, avaient fait une espèce de colloque. Et il y avait très peu d'organisations politiques. La question de l'islamophobie était assez prégnante dans ce débat. Et j'ai le souvenir d'avoir débriefé avec une personne du NPA, une tête du NPA d'ailleurs aujourd'hui, et je lui dis, il me dit oui, il y a un avocat qui était là, qui a pris la parole, un racisé, et alors c'était fou, il disait, non mais attends, franchement, il faudrait que tous les racisés qui sont discriminés puissent être discriminés positivement. Et du coup je le regarde, je me dis, bah en fait c'est une mesure en fait correctrice, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu veux neutraliser la discrimination, et notamment la discrimination à l'origine, eh ben, à compétence égale, il faudrait recruter un arabe, un noir, voilà. Et il me dit, non mais t'es sérieuse? Et je lui dis, bah oui, en fait, je suis sérieuse, et c'est un peu ça, en fait, l'idée et la manière dont on doit penser le rétablissement du droit et la neutralisation de la discrimination d'une manière générale, et celle-là. Et en fait, c'est vraiment là que je me suis aperçue que les choses ne sont pas poreuses dans la tête d'un grand nombre de personnes blanches. Vraiment, des réflexes qu'ils peuvent avoir à propos des femmes ou des handicapés, elles n'arrivent pas à les avoir sur la question de l'origine. C'est ce qui me fait dire que la lutte doit être encore plus offensive sur cette question-là aujourd'hui. Et j'ai parlé beaucoup. Non, pas du tout. Bien sûr, au contraire, c'est très bien parce que... Bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Je suis venu ici en fait pour m'instruire, je suis venu ici pour me nourrir et je viens de rencontrer des belles personnes, notamment une dame qui est frêle, une dame frêle, apparemment qui porte un bon combat. Je pensais être le seul à vivre, je sais que je ne suis pas le seul bien sûr à vivre ce genre de situation, mais de l'entendre venir d'autres personnes, ça me touche, ça me réconforte dans mon action, dans ma pensée. Et je pense que oui, il ne faut pas abandonner, il faut vraiment continuer. Et notamment, je pense surtout à tous ces médias qui en fait nous empoisonnent la vie de millions de Français qui quotidiennement mettent sur le banc de la société des gens comme moi, qui sont musulmans, qui sont racisés, comme vous dites. Je trouve que ces médias, aujourd'hui, on ne doit plus leur laisser une telle liberté. Parce que comme vous avez dit tout à l'heure, on a le droit à la liberté d'expression. Je suis tout à fait d'accord, mais cette liberté doit s'arrêter comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, à la limite. Il ne faut pas venir blesser d'autres personnes. On est tous des humains et on a tous le droit à un respect, on a tous le droit à une dignité, on a tous le droit d'être digne. Et aujourd'hui, je suis fils de France, je suis français, je suis fils d'immigrés, et aujourd'hui, j'ai pas l'impression d'avoir la même dignité que certains. Je trouve que c'est injuste. Et pour ça, je trouve qu'on doit se mobiliser devant ces grandes chaînes qui quotidiennement nous rappellent que les musulmans en France sont en poison, que les musulmans sont des gens, sont des voleurs, que ce ne sont pas des gens qui payent des impôts, ce ne sont pas des gens qui élèvent des enfants. Et voilà, c'est les propos que je tenais à vous partager. Merci. Une autre question dans la salle. Tu veux dire un dernier mot, Omar? Non, parce que le dernier mot, à mon sens, c'est celui que vient de prononcer Shamsedine.
c'est-à-dire ces atteintes à la dignité. Alors je rejoins ce qui a été dit sur les Gilets jaunes, on est d'accord, et ce qu'a dit Mornia, j'espère qu'il faut qu'il y ait des articulations, même si il y a des violences qui sont faites sur l'endroit de personnes pour ce qu'ils sont, et d'autres pour ce qu'ils font ou ce qu'elles font, même si ce n'est pas la même chose, ça a quand même un sens profond qui a un rapport avec l'histoire de la dignité. Ça ne légitime en rien les violences d'où qu'elles viennent, c'est l'autoritarisme dont on parlait, et qu'il faut combattre, et nous y arrivons que s'il y a des articulations intelligentes, où il y a égalité du regard. Et l'égalité du regard, c'est ce dont parle Shemseddine. Quand on est musulman et musulman dans ce pays-là, c'est de plus en plus douloureux dans l'intimité profonde, familiale, parce que de manière récurrente et régulière, nous sommes taraudés de l'intérieur. Pendant longtemps, on a entendu dans les médias, il faut que les lois de la République soient supérieures aux lois religieuses ou aux injonctions religieuses. Il suffirait juste de faire peut-être 3 mois de philosophie dans un lycée à peu près de la République pour comprendre que ça n'a strictement aucun sens. On est dans la religion dans une sorte de transcendance verticale où la question est la question de celle d'après la mort, du passage terrestre. Je me doute bien que tout le monde n'est pas croyant, il n'y a aucun problème, on peut être agnostique, athée, il n'y a pas de souci, mais mettez-vous dans la peau d'un croyant ou d'une croyante. Ça n'a strictement aucun sens de vouloir mettre en comparaison, non pas, je ne discute même pas la supériorité ou l'infériorité, je condamne le fait même de vouloir comparer ce qui relève d'une essence religieuse et de quelque chose qui pourrait relever de la conjoncture qui est discutable, qui est un rapport de force, comme l'ensemble des lois, du droit, etc. D'ailleurs, quand ça a été dit à l'endroit des musulmans et des musulmanes, ça a été très violent, mais quand les évêques de France ont dit « Ah non, nous on ne veut pas remettre en cause ce qui se dit dans l'intimité du confessionnal par rapport, vous savez, aux actes pédophiles, de manière structurelle dans l'église chrétienne, il ne voyait pas là une sorte de guerre de religion qui s'unisse, mais simplement permettez qu'on précise quand même qu'il y a une oppression structurelle de ce type-là, de pédophilie dans l'église catholique. Là, les élèves ont dit non, on vous le dit, vos lois de la République, elles ne passeront pas avant notre façon de fonctionner et de le respect de ce qui est confessé dans le cadre des échanges intimes, etc. Là, Darmanin n'a fait que convoquer et discuter pour essayer de trouver un arrangement et une porte de sortie. Imaginez si on avait eu l'équivalent, même pas à l'endroit de ceux et celles qui sont musulmans et musulmanes. Par rapport au droit de filmer, je te le dis très sincèrement avec beaucoup d'amitié mais beaucoup de rage. Le droit de filmer la police, il était présent dans l'article 24 de la loi sécurité globale. Et grâce à une mobilisation exemplaire dont nous faisions partie, y compris avec les collectifs contre les violences policières, dans un cadre très large, on a réussi au moins à faire sauter ce verrou-là. Mais ce même article est revenu dans l'article 25 de la loi séparatiste, et les mobilisations sur la loi séparatiste, la gauche radicale pour dire clairement les choses, et les associations droits de l'homme étaient globalement aux abonnés absents. Et on a été esselés dans les mobilisations contre la loi séparatiste. Ce qui nous fait dire que même dans notre camp social, il y a du travail à faire. Et je dis d'autant plus qu'avec Olivier, on a pu constater, il y a eu le plan de rupture qui s'appelle Plus jamais ça. 36 mesures extraordinaires avec des camarades, ce sont nos frères et nos sœurs de lutte, Attaque, Copernic et d'autres associations. 36 mesures, dont des mesures bien sûr antilibérales, des mesures féministes, et c'est tout à fait logique et normal. Une seule mesure concernant les migrants, mais franchement du bout des lèvres, rien sur le racisme. Rien sur les violences policières. C'est-à-dire que nous étions absents de l'agenda politique. Voilà pourquoi. Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Pour dire clairement les choses, on ne compte pas sur les Blancs pour prendre fait et cause d'une oppression spécifique qu'ils ne vivent pas objectivement, comme les femmes ne comptent pas sur les hommes pour faire avancer les acquis féministes. Ce qui ne veut pas dire que les hommes, un délire essentiel sur les hommes. Objectivement, parce que tu n'es pas opprimé par quelque chose de spécifique, tu as moins de raisons de mener le combat jusqu'au bout. Voilà pourquoi, encore une fois, il va falloir entendre
cette organisation en non-mixité, cette structuration en non-mixité, ces agendas des collectifs contre les violences policières qui vont se rallier à certains moments avec les Gilets jaunes et d'autres mouvements sociaux, mais toujours avec des questions tactiques et stratégiques qui vont être discutées en notre sein, voilà, comme c'est discuté dans l'ensemble des mouvements d'émancipation. Sauf que le temps presse parce qu'il y a fascisation, pour les raisons dont a parlé Laura, et fascisation, on va tous y passer, y compris les syndicalistes. C'est des atteintes au droit syndical en même temps qui sont conjuguées aujourd'hui. Et donc on a besoin, non pas de convergence, parce que la convergence, ça signifie regarder dans une même direction avec un point de mire. Vous savez, on peut être contre les violences sexuelles et sexistes, on n'est pas obligatoirement anticapitaliste. Il faut se détendre. On peut être antiraciste contre l'islamophobie et pas être anticapitaliste. Il faut encore se détendre. On n'est pas obligé d'avoir le même point de mire. C'est très important. Il y a des objectifs différents qui peuvent s'articuler à certains moments et sans aucun doute qu'on doit se confronter les uns les autres pour pouvoir encore mieux jouer nos tactiques contre ce système qui nous opprime par tous les bords. Mais il va falloir être respectueux et respectueuse, non pas de ces rythmes, certains ne vont pas plus lentement que d'autres, mais de ces tactiques de certains et de certains groupes, de certains et certaines, dans l'ensemble des luttes d'émancipation. D'où la présence et l'importance de ce qu'a dit tout à l'heure Patrick, il faudrait que tu développes ou pas, mais la question de la justice climatique, et qui est liée à l'ensemble de la question environnementale. On vient de finir, là, de sortir de cette COP monstrueuse, où finalement les pays les moins responsables du bilan carbone des gaz à effet de serre sont ceux et celles qui vont payer le prix fort, et tout le monde a tourné les talons, ce qui veut bien dire qu'il y a une racialisation, là encore, du débat. Bon, tout ça est intimement lié, intimement intriqué, et sans aucun doute que par la force des choses, nous serons amenés à coller nos coudes les uns contre les autres, à porter les banderoles ensemble, à nous frotter ensemble, et donc il y a des agendas dont Jamel dira quelques mots peut-être sur les luttes qui arrivent, quoi. Voilà. Olivier, si tu veux dire, rajouter, dire des trucs qui n'auraient pas été suffisamment portés. Non, c'est conclure sur ce que tu as dit. Un taclage. Nous sommes un certain nombre ici à être passés par des organisations qui se réclament du trotskisme. Non, Julien Savant, mais en tout cas, et éventuellement avoir lu un ouvrage célèbre de trotskisme, qu'est-ce que le fascisme? Et je pense qu'effectivement, indépendamment du débat sur fascisation, etc., eu égard à la gravité de la situation, je pense qu'effectivement, il faut absolument, d'une part, affirmer très clairement un certain nombre de points d'analyse de la situation et du racisme systémique, du racisme d'État sur l'islamophobie, en tirer un certain nombre de conclusions du point de vue organisationnel et absolument dire qu'effectivement les premiers concernés ont absolument le droit de se réunir en non-mixité et que par ailleurs ils n'attendent pas des Blancs l'autorisation pour le faire, de même qu'ils n'attendent pas des Blancs l'autorisation de s'auto-organiser et de se mobiliser et s'organiser de façon autonome, que le faire, c'est encore une fois, ce n'est pas, contrairement aussi à ce que disent certains responsables des gauches politiques, voire associatives et syndicales, ce ne relève pas du séparatisme, ou d'une volonté de sécession si peu que ce soit. Et dans ce contexte, je crois effectivement qu'on a intérêt à la fois à marcher séparément, à frapper ensemble. Marcher séparément sur un certain nombre d'analyses pour faire entendre un certain nombre, effectivement, de points qui sont des points de clivage, qui sont des points de débat avec une partie des gauches politiques, syndicales et associatives. Marcher séparément, mais effectivement, frapper ensemble. Et de ce point de vue-là, il me semble qu'il y aurait quelques nécessités à essayer de prendre une initiative d'une grande manifestation nationale contre les racismes, contre les violences policières, pas simplement d'ailleurs contre Zemmour. L'appel qui a été signé, d'accord, oui, d'accord contre Zemmour, mais je veux dire, croire que l'affaire de l'extrême droitisation et de la fascisation aujourd'hui ne passe que par Zemmour me paraît une vue extrêmement restrictive de la situation. Jamais l'extrême droite n'a été aussi élevée. Si on ajoute Zemmour et Marine Le Pen, on est aux alentours de 10, 18, 35%, une trentaine de pourcents. Si on ajoute les positions radicalisées des Républicains sur les thèmes que j'ai cités, on élargit encore le spectre. Et donc je pense qu'on a intérêt, effectivement, on aurait intérêt dans les mois qui viennent, parce que toutes ces questions vont être au plus haut de l'agenda politique.
je pense que nous aurions intérêt à être à l'initiative d'un appel national contre les racismes, contre les discriminations, contre les violences policières et contre l'extrême droite et ses affidés. Tout en maintenant, je pense aussi, parce qu'on ne va pas mettre la poussière sous le tapis, tout en maintenant des initiatives de ce type-là, où des analyses particulières et spécifiques sont effectivement avancées, quand bien même elles peuvent susciter des critiques légitimes, voire des résistances qui parfois ne le sont pas. C'est clair. Non, c'est simplement pour appuyer ce qui vient d'être dit, et puis aussi pour commencer à conclure sur les propositions. Je pense que ce qu'ont fait nos camarades de Grenoble en juin dernier, c'est-à-dire le mois décolonial, c'est assez intéressant parce que ça répond à ce que tu viens de dire, Olivier, c'est-à-dire marcher séparément et frapper ensemble. C'est-à-dire qu'il y a eu pendant tout le mois de juin à Grenoble, tous les jours, des réunions alors sur la question du racisme, sur la question des femmes racisées, sur la question, toutes les questions décoloniales, etc. etc. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il n'y avait jamais moins de 200 personnes qui venaient dans la salle. Et là, les camarades, maintenant, il y a plus de 20 associations avec PEPS qui organisent en mars ce nouveau mois décolonial. Ils l'ont fait en mars, donc ça m'a surpris. J'aurais dit, mais c'est en pleine campagne électorale. On a décidé de le faire pour cela. Et donc, il y a un certain nombre de villes qui commencent à vouloir reprendre cette initiative. Et je pense que, par exemple, sur Paris, si Rejoignons-nous et PEPS appelaient d'autres associations, etc., à voir comment on pourrait co-organiser cela, avec au milieu, et donc en mars, cette signification, l'appel que tu dis sur une manifestation contre les racismes, etc., mais qui serait aussi dans le cadre de plein d'événements organisés par tous les collectifs qui le veulent sur toutes les questions qu'on a soulevées de fait ce soir. Je pense que ça pourrait avoir un retentissement politique important. Donc moi, je fais cette éventuelle proposition pour que sur la région parisienne, on se voit pour voir si on peut faire ce mois décolonial. On connaît, Omar, moi, j'ai lancé il y a 15 ans la semaine anticoloniale. Je connais qu'il y a plein de gens qui pourraient se saisir d'une initiative comme cela, et ça aurait un sens et un rôle politique en ce moment extrêmement important. Ok, très bien. Merci à tous d'être venus, merci aux intervenants, et nous vous donnons rendez-vous pour une rencontre qui concernera l'antifascisme le 10 décembre à Montreuil, le 12, pardon, merci de rectifier, avec Hugo Paletta et Aurélie Trouvet d'Attaque. Merci à vous encore. Il y a un autre, attendez, il y a un truc très important. Le 18 décembre, c'est la journée internationale, entre guillemets, des migrants, c'est comme ça que ça s'appelle. Mais en France, il y a un collectif, un ensemble d'associations, de syndicats qui travaillent, d'ailleurs ce soir ils sont en réunion, et ils vont faire de ce 18 décembre non pas une journée migrant entre guillemets, mais une journée contre le racisme vu le contexte français, violence policière, islamophobie, migrants, l'extrême droite, etc. Et donc c'est une... Écoutez ce que vient de proposer Olivier. C'est une grande mobilisation. Je ne sais pas si tu avais donné la date. Et donc c'est le 18 décembre, donc il va falloir, voilà, c'est évidemment un samedi, avec une déclinaison nationale, on espère, pourquoi pas, outre-marine. Et donc c'est un grand moment de mobilisation. Pourquoi pas organiser à l'échelle de nos arrondissements, nos quartiers, les collages, les craquages, il y a du matériel qui va sortir. C'est un truc très unitaire. Mais très, c'est pas l'unité où on se noie les uns dans les autres et ça ne ressemble à plus rien. Hein. Il y a des lignes très claires, le texte est très beau, ça s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, Mon pays, la solidarité, notre pays, la solidarité. Et voilà, donc il y a des thèses qui sont un petit peu abordées, esquissées. Donc les rendez-vous sont là, donc Montreuil, le 18 décembre, et puis la journée au mois de mars, il y a la journée aussi internationale contre les violences policières, et la journée contre le racisme, ça tombe aussi au mois de mars, en plein mois décolonial. En vérité, voilà, il y a de quoi faire et pas simplement coller des affiches de tronches sur les panneaux électoraux, mais peut-être coller nos luttes. Voilà. Et demain, ça y est. Et demain, j'ai dit, oui, demain, Saïd Bouamama sera ici pour présenter son dernier bouquin,
autour de, le titre à peu près, c'est... Je crois des classes dangereuses à l'ennemi intérieur, quelque chose comme ça. Et Bon. il suffit de chercher sur une... Voilà, donc un livre très prometteur pour ceux et celles qui connaissent Saïd. Ceux qui ne connaissent pas, ils ont intérêt à être là, à le lire, à acheter le bouquin ou à le voler à la FNAC. Voilà. Merci à tous.